Given the choice, whether to rule a corrupt and failing empire, or to challenge the fates for another throw, a better throw against one's destiny, what was a king to do? But does one ever truly have a choice? One can only match, move by move, the machinations of fate, and thus defy the tyrannous stars. Tu te rappelles cette histoire-là où il y a des gentils et des méchants et où en fait les gentils, ils doivent gagner contre les méchants? C'est un peu le principe de base de toutes les histoires. S'agissant d'écrire une histoire, on a souvent envie d'être original, mais de fait, on l'est rarement. Le monde est vieux et l'imagination est limitée. L'humanité est condamnée à raconter sans cesse les mêmes histoires. Les idées neuves étant rarement de nature à bouleverser leur contenu, seulement la façon de les raconter. Ainsi, les histoires d'intelligence artificielle qui ne sont jamais que la version moderne du mythe de Pygmalion. Ainsi, les histoires d'orphelins qui se baladent où elles veulent dans le plan Malheur de Sophie misérable. D'ailleurs, les gens qui ont fait Loulou de Montmartre et Stellina ont bien compris que c'était toujours la même histoire qu'on racontait, et que ce qui comptait, c'était la façon de la raconter. Beaucoup d'entre vous dans les commentaires disent que nous faisons des analyses. En fait, nous faisons aussi beaucoup de comparaisons. On dit souvent que machin c'est comme dans Truc. Bien sûr, il est particulièrement fréquent qu'on dise pour le gag que c'est comme dans Code Lyoko, mais le fait est que beaucoup de choses se retrouvent d'une fiction sur l'autre. L'originalité de chaque œuvre se situe en général dans les combinaisons entre les recettes les plus classiques, comme Code Lyoko qui est unique parce que ses différentes parties n'avaient jamais vraiment été réunies, ou bien dans l'approche qu'elles adoptent sur la même histoire, comme quand un personnage refuse d'agir comme on agit normalement dans les cas similaires, ou quand une situation très désuète est traitée de façon moderne avec une mentalité moderne. Bref, en 2000 après Jésus-Christ, toutes les histoires ont déjà été écrites. Toutes? Non. Une fois de temps en temps arrive, généralement par hasard, l'histoire qui n'existait pas. Entendons-nous bien, le fait d'être réellement nouvelle ne lui garantit pas d'être meilleur que les autres, au contraire. Une histoire classique et bien maîtrisée a toujours le potentiel pour être un chef-d'œuvre. L'auteur sait quoi faire, s'il trouve comment le faire, ça a toutes les chances d'être parfait. Mais l'histoire vraiment originale se fait forcément remarquer en tant que telle, a fortiori quand, en plus d'être originale, elle est également parfaitement exécutée d'un point de vue narratif. Et c'est le cas par exemple de Legacy of Kain. Mettons tout de suite de côté les évidences. C'est une série de jeux vidéo, pas de dessin animé. De fait, le graphisme change énormément au fil de la série. Ça a également un certain nombre d'implications sur la structure de l'intrigue, notamment le fait que le héros voyage seul et effectue son parcours psychologique en grande partie sans interagir avec d'autres personnages. Ça a aussi et surtout un gros potentiel décourageant. Ces jeux ne sont effectivement pas top à tout point de vue. Sur les 5 qui racontent réellement l'histoire, seuls 2 sont réellement intéressants en tant que jeu, ce sont comme souvent les 2 premiers. En plus, ces jeux ne sont pas faits pour des gens qui ne sont pas habitués à jouer aux jeux vidéo. C'est pas tellement une question de difficulté, encore que, c'est surtout que quand on n'est pas habitué aux jeux de l'époque de Soul River 2, Blood Omen 2 et Défiance, respectivement les 3e, 4e et 5e jeux, les mouvements du personnage et de la caméra font rapidement mal à la tête ou donnent le mal de mer. Encore un autre défaut? Oui. La narration et les dialogues n'ont pas exclusivement lieu dans des cinématiques dédiées, et les phases de jeu sont importantes pour comprendre ce que le héros est en train de faire, où il va, ce qu'il voit et dans quel ordre. Donc il ne suffit pas de voir les cinématiques dans l'ordre pour comprendre l'histoire. Il faut se taper les longues phases de gameplay où il ne se passe rien pour suivre la logique des déplacements et des situations amenant le héros à prendre la parole. Ça c'est surtout vrai dans le premier jeu, enfin pour les dialogues pendant l'action. Pour suivre les déplacements, ouais faut jouer. Ou regarder un walkthrough. Un walkthrough horriblement long et horriblement chiant. Juste pour suivre l'histoire. Donc on va pas se contenter de vous en faire la publicité. On va vous la raconter. Comme ça, après, vous pourrez aller regarder des cinématiques et en profiter pleinement parce que vous connaîtrez leur contexte et leur place dans l'intrigue. Mais avant ça, soyez prévenus. L'histoire est un peu compliquée. Et ce, de manière irréductible. La complexité de l'intrigue ne repose pas entièrement sur l'ambiguïté du point de vue du narrateur ou sur une façon faussée ou partielle d'expliquer les choses. Non, elle est réellement compliquée, elle fait pas juste semblant.
Ça tient au fait que l'intrigue nous présente une façon cohérente de comprendre la notion de destin et nous montre simultanément des personnages capables de contrôler son cours. Un peu façon Urban Star Racers, mais en introduisant une notion de fatalité. C'est-à-dire qu'il est essentiel de comprendre tout au long de l'histoire ce qui fait que le destin est inéluctable en pratique et ce qui fait que les dilemmes sont cornéliens. Et quand ils ne le sont pas, pourquoi ils ne le sont pas? Parce que même si le spectateur est largué, le personnage principal, le fameux Kane, lui ne l'est jamais. L'intrigue repose en partie sur l'extrême intelligence de Kane, mis face à des forces omniscientes et omnipotentes, obligées de chercher à le manipuler lui pour arriver à leur fin. Là encore, la série ne se contente pas d'affirmer que les personnages sont intelligents, elle le montre. Ce qui implique que les scénaristes eux-mêmes ont conçu leur scénario avec une intelligence qui est rare dans la fiction. Tout ça pour faire des jeux gore et violents avec des vampires. On commence. Le pays s'appelle Nosgoth, l'époque est indéterminée. La magie existe et est praticable, peut-être pas par tout le monde, mais par une partie des gens, notamment les membres du Cercle des Neuf. Qui sont-ils? Des humains. Des sorciers, désignés à la naissance pour être, par leur seule existence, la puissance garante de l'équilibre du monde. Leur magie prolonge leur vie indéfiniment, mais ils peuvent être tués. La continuité entre l'un de ses gardiens et celui qui naîtra à sa mort pour lui succéder est assurée par les piliers. Ces édifices, qui vont jusqu'au ciel et dont l'origine est inconnue du peuple, symbolisent 9 éléments, 9 forces primordiales qui sont l'esprit, l'énergie, la nature, le conflit, les dimensions, les états, le temps, la mort et l'équilibre en tant que tel, qui trône comme pilier central, comme pour refléter le rôle principal que cet élément aura à la fois dans le monde et dans l'intrigue. Le détail des piliers n'est pas important. Ce qu'il est, c'est que sans ces colonnes, le monde mourrait. Spoiler, ça va arriver. En attendant, les représentants de ces piliers, les gardiens, ont été les sponsors d'un mouvement militaro-religieux pour éradiquer les vampires. Ce mouvement, celui des Séraphéens, est mené par le paladin Malek, lui-même gardien du pilier du conflit. La cinématique ouvre sur 6 des 9 gardiens regardant dans leur miroir magique les prêtres Séraphéens empalant des vampires sur des pieux. Vorador, le doyen des vampires et le plus puissant d'entre eux, fait son entrée. Vorador vient assassiner les 9 gardiens. Il sait que d'autres naîtront à leur mort pour prendre leur place, mais il espère que par ce coup d'éclat, il découragera les Séraphéens. Il espère que le massacre du cercle fera comprendre au peuple de Nosgoth qu'il faut arrêter la cabale séraphéenne. Et il a raison. Après le massacre du cercle, les Séraphéens disparaîtront et les vampires seront laissés tranquilles. Il y a quelque chose qu'il est très important de comprendre pour comprendre Legacy of Kain. En temps normal, les humains n'ont pas spécialement l'intention d'exterminer les vampires. Les humains de ce monde ont accepté qu'ils avaient un prédateur naturel, le vampire, qui est considéré comme une sale bête dans les villages, et ils sont évidemment attaqués à vue à l'abord des territoires peuplés par les humains, mais jamais les humains n'iront traquer les vampires dans leur tanière au seul motif que les vampires les tuent pour se nourrir. Il faut, pour motiver les gens à lever des armées contre les vampires, que les vampires aient fait quelque chose en particulier qui mette vraiment le peuple en colère. Vorador est sûr de son coup. Les gardiens, qui sont puissants sorciers, tentent de lui résister sans succès. C'est en partie dû au fait que la magie des gardiens semble avoir cessé de fonctionner à ce moment précis, on ne saura jamais pourquoi, mais il faut dire aussi que les vampires de Nosgoth sont pratiquement invincibles à partir du moment où ils savent correctement utiliser leur pouvoir. Vulnérables au feu, à l'eau, au pâle et à la lumière pour les plus jeunes, les vampires de Nosgoth ont ceci de particulier qu'ils guérissent instantanément de n'importe quelle blessure du moment qu'elle peut se refermer et du moment que leur âme parvient à retrouver le chemin de leur corps. On apprend au fil de la série que les parties de leur corps peuvent se réassembler d'elles-mêmes si elles sont remises en contact, même des siècles après avoir été séparées. Leur chair immortelle ne pourrit que si quelque chose de vital en eux est irrémédiablement détruit. Sortilège après sortilège, gardien après gardien, Vorador fait un carnage. Ses adversaires ne font pas le poids contre lui. Mortanius, le nécromancien, le plus puissant du cercle, est absent. Un seul espoir pour le cercle, Malek. Ah oui, faut qu'on vous mette les dialogues en anglais. C'est pas que la version française soit mauvaise, elle est inconstante mais elle a ses bons moments, et dans les opus suivants, Benoît Alman. Mais les dialogues originaux sont écrits dans un style shakespearien extrêmement bien réussi que la traduction française n'a pas cherché à copier. Il ne reste des dialogues en français que les mots d'esprit, les tournures et les métaphores, mais pas le style archaïque ni le ton théâtral dans lequel les textes sont récités. De plus, certains dialogues en sous-entendu qui parlent de la même chose en VO donnent l'impression de parler de choses différentes en VF. Les traducteurs n'ont apparemment compris le scénario que partiellement et ont zappé sans le vouloir quelques subtilités qui clarifient l'ensemble. Donc, une fois n'est pas coutume, on aura de la VOST. Malek pourrait peut-être vaincre Vorador. Il pourrait peut-être le mettre en déroute, mais il ne vient pas. Les gardiens s'époumonnent à l'appeler en vain. Malek arrive finalement, trop tard. Cessons là. Cette scène n'était là que pour l'ambiance. La cinématique de début se poursuit sur 2 autres scènes, dont la surprise gagne à être gardée pour la suite. L'intrigue qui nous intéresse démarre environ 500 ans plus tard. Ainsi commence l'histoire.
Kane, 30 ans, ou peut-être 33, fuit Kuragun, son fief, apparemment en raison de la maladie qui décime la population. Il cherche refuge dans une auberge. L'aubergiste refuse, c'est qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber la nuit ces temps-ci. Kane insiste, la leçon n'allait-il pas se laisser faire par ce de ces deux commerçants? C'est qu'il est noble, qu'il peut payer, cher s'il le faut, et puis c'est qu'il est important et qu'il faut lui obéir. L'aubergiste refuse. Non, c'est non. Kane sort. And so I left, cold of heart and soul, forced to the road and the long, bitter night. Il avait déjà le sens du drame de son vivant. Mais aussitôt, le voici attaqué par des brigands. Kane se défend vaillamment. Mais les hordes de brigands sont trop nombreuses. Elle repousse à l'infini, on peut pas gagner. Kane est tué. Le voici aux portes de l'enfer. Mais c'est notre héros, ce n'est donc pas fini pour lui. Lambert c'est un héros, alors il peut pas mourir. Mortanius, le nécromancien, rappelez-vous, celui qui était absent, arrive et lui propose un marché. Laisse-moi te ressusciter et tu pourras te venger de tes assassins. And like a fool, I jumped at his offer without considering the cost. Nothing is free, not even revenge. You will have the blood you hunger for. Kane se réveille, il est un vampire. C'est pas le top, mais ça lui va. Il se prépare à quitter le mausolée où il est enterré, mais pas avant d'avoir commenté le power-up qu'il vient de récupérer. Reputed to have been ripped from the chest of the greatest vampire to have ever existed, Janos Audron, the heart of darkness restores vampiric unlife. Life is precious, Janos discovered, as it was torn, throbbing and bleeding from his own body. Les personnages jouables de ces jeux commandent beaucoup ce qu'ils font. La façon qu'ils ont d'en parler en dit davantage que leurs actes sur leur psychologie. Les descriptions d'items sont souvent à prendre au sens figuré, mais parfois c'est une vérité tout à fait crue qu'elles révèlent. Kane a été ressuscité pour se venger. Maintenant ça va chier. Aussitôt dit et aussitôt fait. Il retrouve les brigands et leur fait leur fête. Their sneering faces were forever etched upon my memory. I had crossed death for this moment. My mind was empty save for one thought. I would kill. Avec la vie de ses meurtriers, la rage de Kane s'évapore. Kane se réveille, il est un vampire. Finalement, ça ne lui convient pas. Sauf à mourir, et il n'y tient pas, la situation est désespérée. Mais s'il existait un remède au vampirisme? Sur ces entrefaites, Mortanius prend la parole. "'Tis not over, Kane. These fools were merely the instruments of your murder, not the cause. Look to their masters, look to the pillars, and gain way to the fortress of the mind." Les piliers, ça tombe bien. Si solution il y a à son problème, c'est aux piliers qu'il la trouvera, car c'est bien connu, ces piliers sont garants de la vie dans ce monde. Il s'y rend. Mais sur place, il est abordé par un fantôme. C'est le spectre d'Ariel, la gardienne de l'équilibre, qui fut assassinée et qui depuis hante ces lieux. Un gardien mort part normalement en paix, remplacé par son successeur dans un monde toujours à l'équilibre. Mais le monde est malade. Depuis longtemps déjà, ça se voit. Les intellectuels sont devenus fous, et les gardiens vivent reclus dans leur tour de sorcier. C'est la malédiction de Nupraptor. Nupraptor, le gardien de l'esprit, était l'amant d'Ariel. Lorsqu'il découvrit son corps horriblement mutilé et sans vie, Nupraptor sombra dans la folie. Soupçonnant que le forfait fut commis par un traître au sein du Cercle des Neuf, il déchaîna ses pouvoirs psychiques, contaminant tous les gardiens et avec eux tout Nosgoth avec sa propre folie. Les gardiens corrompus n'assurent qu'imparfaitement leur fonction. Et dès lors qu'ils furent atteints par l'attaque mentale du gardien de l'esprit, les piliers commencèrent à se détériorer. Et depuis sa forteresse de Wasserbund, il continue de déchaîner ses pouvoirs qui empoisonnent l'âme des habitants. Un seul remède au mal, Nupraptor doit mourir. Et c'est Ariel, sa maîtresse, qui charge Kane de la besogne. Kane, qui n'a jamais connu les piliers que tels qu'il les voit devant lui, la corruption datant du moment de sa naissance, n'a cure du sort du monde. Mais Ariel lui promet, en échange de ce travail, sa délivrance. Alors il accepte. Après avoir écouté un dernier avertissement d'Ariel qui le met en garde contre un être indicible qui se dressera sur sa route, Kane se rend à Wasserbund et se présente devant Nupraptor. Mais Malek vient à la rescousse du mentaliste. Le vieux paladin a bien changé. Son échec face à Vorador 500 ans plus tôt lui a valu d'être châtié par Mortanius. Privé de son corps et rattaché au monde physique seulement par son armure, il est devenu le protecteur invincible du cercle. Et donc il accourt pour défendre un gardien en péril. Mais Nupraptor, orgueilleux et au fond désireux de mourir, congédie Malek et affronte Kane seul. Décision fatale et très vite sa tête roule au sol. Mission accomplie. Alas, poor Nupraptor, I knew him well. Well, not really. Il ne vous aura pas échappé qu'on est dans le contraire d'une histoire humoristique. Mais les dialogues se permettent ce genre de blagounettes qui font d'autant plus mouche que le contexte dans lequel elles sont dites est sombre. Ariel informe Kane, de retour au pilier, que le plus dur reste à faire.
La source du mal a disparu, mais les gardiens sont toujours corrompus. Eux aussi doivent mourir pour être remplacés par une nouvelle génération de gardiens qui ne seront pas affectés par la malédiction de Nupraptor et qui pourront assainir les piliers. En plus de Nupraptor, Kain devra donc traquer et tuer Bane, le gardien de la nature, Dejul, la gardienne de l'énergie, Anarchrot, le gardien des états, Azimut, la gardienne des dimensions, Moebius, le gardien du temps, Mortanius, le gardien de la mort, et Malek, le gardien du conflit. Nupraptor a refusé l'aide de Malek, mais les autres ne seront peut-être pas si audacieux. Kain décide donc que le paladin sera sa première cible. Mais le vieux Séraphéen, transformé par Mortanius, aguerri d'une expérience presque millénaire, s'avère le plus fort. Ariel recommande donc à Kain de chercher conseil auprès de l'oracle de Nosgoth, un original qui vit en reclus, prodiguant des prophéties et des paroles ayant l'apparence de la sagesse aux visiteurs, pour les aider ou bien pour les perdre. Tel est l'effet que la malédiction de Nupraptor semble avoir eu sur lui. Oh, little vampire, the game grows interesting. But with so many pawns, can you find the true player? Kain se présente devant l'oracle. I seek answers. Answers indeed. I have them all if you have the questions. And what are the questions for these answers? King Atmar, the only hope to defeat the legions of the Nemesis. King Atmar, paralyzed by his princess's malaise. King Atmar, the useless. Lassé de cette digression, Kain va droit au but. Qui est Malek? Comment puis-je le vaincre? L'oracle lui raconte alors la cinématique de début. Intrigué, Kain demande des précisions sur Vorador, le formidable vampire qui a vaincu à lui seul 6 des 9 gardiens. L'oracle conseille à Kain de se rendre dans la forêt de Termogent en se laissant guider par l'Ignis Fatuus. Ignis Fatuus. The Ignis Fatuus lights the path to hell, nobleman. Your path. L'oracle disparaît, promettant à Kain que le temps les réunira de nouveau. Les vampires satisfaits de vivre séparés des hommes n'interfèrent plus dans les affaires de l'humanité, sauf pour s'approvisionner en bétail. Vorador, terré dans son manoir au cœur des marais, règne sur une cour de débauchés à qui il professe cette philosophie. Et dans ce monde cynique et cruel, on doit considérer que c'est la voie de la sagesse. Kain a décidé. Il va recueillir l'aide de ce fameux Vorador contre Malek. Péniblement, il traverse son sanctuaire, devant massacrer quelques vampires sur son chemin pour enfin se trouver face à leur doyen. Cette rencontre sera décisive pour Kain, car Vorador, qui vit depuis des temps immémoriaux, est le monstre que Kain deviendra s'il laisse la malédiction vampirique le consumer. Mais, dit Vorador, ce n'est pas une malédiction. Dans leurs songes, les hommes rêvent qu'ils sont nos semblables, immortels et puissants. Ils nous implorent de leur transmettre notre don. Nous sommes des dieux. Kain médite ses paroles tandis que le vieux patriarche compte sa victoire contre les sorciers du Cercle des Neuf et contre Malek. Mais il ne réitérera pas un tel exploit, car il est dangereux pour les vampires d'interférer dans les affaires des humains. Nonobstant, il offre à Kain une boucle d'oreille, lui assurant que s'il requiert de l'aide, lui, Vorador, viendra à son secours. Toute sa vie, Kain portera cette boucle d'oreille. Kain poursuit donc sa quête. Il se rend à l'Éden Noir, où 3 membres du Cercle des Neuf, qui ont succombé à la démence, se livrent à des expériences contre nature. Dans leur folie, ils envisagent de faire face à Kain. Mais Anarchrot, l'alchimiste, gardien des états, reprend ses esprits et invoque Malek pour le défendre. Alors Kain à son tour appelle Vorador, qui provoque le Séraphéen. Moi j'ai amené mon dinosaure et il mange les chiens à champ magnétique. Malek relève le défi du doyen des vampires, pensant tenir sa vengeance. Grovel before your true master. Never. I'll hack you from crotch to gizzard and feed what's left to your brides. Anarchrot, sentant que la roue tourne, se volatilise. Kain poursuit les 2 autres, Bane le druide, gardien de la nature, et Dejul l'énergiste, gardienne de l'énergie. Il les oxy, et de retour dans le hall, constate que Vorador a finalement eu raison de son adversaire. Ce combat a lieu hors cadre. On ne saura jamais comment Vorador a gagné. J'anticipe, mais il y a un acte manqué. Le héros des jeux suivants, qui est un fantôme et un voyageur temporel, était un adversaire tout désigné pour Malek. Il aurait été intéressant que ce soit lui qui, en assistant Vorador, ait permis sa victoire, tandis que Kain affrontait les 2 sorciers. Mais les développeurs n'ont pas pensé à cette opportunité. Kain en a maintenant après Azimut, la planeuse, gardienne des dimensions, qui réside dans la cathédrale d'Avernus où elle invoque des démons par le biais de failles dimensionnelles. Ce culte, tourné vers une mystérieuse entité appelée Ashak-Geek, ravage la cathédrale de l'intérieur. Et c'est en flammes que notre héros la trouve quand il s'y rend. Kain parvient bien sûr à tuer Azimut, et surtout récolte, dans les entrailles de cette cathédrale,
un fabuleux butin. Il trouve en particulier un dispositif de voyage temporel, réputé appartenir au mystérieux Moebius, le gardien du temps. Azimuth, dans son désir d'invoquer des démons de toutes les époques, aura combiné sa magie des dimensions à la magie du temps de Moebius pour faire venir des êtres de cauchemar du futur lointain de Nosgoth. Kain trouve également à Avernus sa relique la plus précieuse, la Soul River. Cette sinistre épée longue à la lame ondulée comme un Chris, dont l'origine a été oubliée depuis des siècles, détruit non seulement le corps physique des êtres qui ont le malheur d'être frappés de sa lame, mais anéantit leur âme. On dit qu'elle est hantée, et que l'esprit qui l'habite, rendu fou par les siècles d'emprisonnement, est aussi impitoyable pour son porteur que pour ses ennemis. Cet artefact, unique et terrible, est exigeant à manipuler, mais l'arrogant Kain y voit une arme à son image, qu'il brandira fièrement pendant 1000 ans. Il faudra cependant plus qu'une arme pour faire face au péril qui s'annonce maintenant. Car l'arrivée des légions de la Némésis, prophétisée par l'oracle, est imminente. Ce roi étranger, autrefois aimé du peuple et connu sous le nom de Guillaume le Juste, a sombré dans la paranoïa et la mégalomanie. Dans ses vieux jours, il se rêve conquérant. Il a regroupé une armée de partisans fanatiques qui écrasent tout sur leur passage. Pire, on dit que Moebius, le gardien du temps, complote avec lui. C'est là que l'honnêteté nous oblige à dire que de temps à autre, nous extrapolons un peu pour combler des blancs dans le scénario. Le lien entre Moebius et le vieux roi Guillaume n'est pas établi au moment où Kain s'intéresse à l'invasion de Nosgoth par les légions de la Némésis. Le lien avec les propos de l'oracle n'est pas rappelé non plus, et les motivations de Kain pour consentir à cette digression dans sa quête sont un peu obscures. Nous proposons, car ce sera conforté par la suite, que ce sont les propos de l'oracle qui l'ont influencé, et que l'implication de Moebius, sa prochaine cible, contribue à le motiver. Or donc, le roi Othmar, dernier rempart de Nosgoth, ne fait rien contre les légions de la Némésis. Sa fille, victime d'un envoûtement, occupe toutes ses pensées. Kain, déguisé par magie sous les traits d'un humain, fait un marché avec le roi Othmar. S'il vainc l'être vil qui a ensorcelé sa fille et la libère de sa torpeur, Othmar enverra son armée entière contre celle du tyran étranger. La besogne a tôt fait d'être accomplie et le bon roi envoie ses troupes, mais il est trop tard. L'armée de Nosgoth succombe sous le nombre des partisans de la Némésis. Kain lui-même est acculé. C'est là que le dispositif temporel trouvé à Avernus s'active, et l'envoie 50 ans dans le passé à l'abri du danger. Ce voyage est sans retour, l'appareil gît brisé aux pieds de Kain. À cette époque antérieure, c'est encore le bon roi Guillaume le Juste qui vit au château frontalier de Nosgoth. Et la preuve est faite, Moebius l'assiste déjà dans l'ombre. Sera-t-il responsable de sa transformation ultérieure en la Némésis? Probablement. Mais on ne connaîtra jamais le détail de ce qui s'est passé car l'histoire s'apprête à changer radicalement. Une idée germe dans l'esprit fin mais vicieux de Kain. S'il assassine le jeune roi maintenant, jamais il ne deviendra Némésis. Jamais il ne regroupera son armée de fanatiques, Nosgoth sera sauvé et Moebius exposé sera à sa merci. Mais Moebius, tapis dans les ténèbres, a prévu l'arrivée de Kain. Son omniscience de gardien du temps lui a permis d'anticiper les événements et d'offrir au juste la seule arme capable de vaincre le vampire, la Soul River. Kain cependant se jette dans la bataille. Les deux Soul River s'entrechoquent. La réalité vacille autour de ce paradoxe temporel. Guillaume le Juste succombe, son épée brisée gît avec lui au sol. Kain survit à la confrontation et fuit sous le regard atterré des gardes du palais. Activant un second dispositif temporel laissé négligemment sur sa route, il regagne son époque. Mais quelque chose de terrible s'est produit, et les paroles de Vorador trouvent leur sens dans les monumentales conséquences de l'acte irascible de Kain. Mort en martyr des mains d'un vampire, Guillaume le Juste fut le saint patron d'une nouvelle cabale contre ceux-ci. Nous l'avons dit, on n'attaque pas le vampire dans sa tanière sans raison. Il fallait un crime de haine pour initier une nouvelle campagne semblable à celle des Séraphéens. C'était là le plan du gardien du temps. Consécutivement à la mort du bon roi, il a levé une armée de mercenaires qui, en 10 ans, a pratiquement exterminé les vampires de Nosgoth. Ce monde n'est plus celui que Kain a connu. Dans cette deuxième timeline, Némésis n'a jamais existé, et la cour dépravée de Vorador a depuis longtemps été réduite à néant. Attiré par la clameur de la foule en colère, Kain arrive pour voir Vorador, dernier vampire à part lui, être décapité en place publique. Lorsque le bourreau présente au peuple la tête du puissant guerrier, Moebius s'adresse à la foule pour galvaniser ses troupes, et Kain peut observer le gardien distinctement pour la première fois. Il s'agit de l'oracle. Ce qui signifie qu'il avait tout prévu depuis le début, que Kain voyagerait dans le temps pour empêcher Némésis de ravager Nosgoth, tuerait Guillaume le Juste, et qu'alors l'éradication des vampires pourrait recommencer. Voici Moebius, plus ou moins le méchant principal de la saga. Vieillard recroquevillé sur son bâton magique, scrutant le flot du temps de ses yeux aveugles, lové au centre de la spirale du destin telle une araignée dispensant de mauvais conseils et des demi-vérités pour prendre les crédules et les ignorants dans ses filets, guettant la plus ténue des failles, le plus minuscule des faux pas d'un mortel trop audacieux pour plonger l'avenir de mondes entiers dans le chaos. Moebius, le gardien du temps. Quelle est sa motivation? On le saura plus tard.
Pour l'instant, ces manigances peuvent encore passer pour un plan très sophistiqué pour sauver sa peau. Car d'un geste du doigt, il désigne notre héros comme le dernier vampire de Nosgoth à une foule ivre de colère et de victoire qui se jette sur lui. Mais c'est insuffisant contre Kain, qui, fort de l'expérience de ses voyages à travers le pays, c'est l'avantage d'être le personnage jouable dans un jeu vidéo, dispose sans peine non seulement de cette armée de mercenaires, mais aussi des monstres et des illusions que le vieux gardien convoque contre lui. Enfin, il soumet Moebius. Ironic. By going back in time and altering the past, you turned William the Just into the Nemesis. Aye, you have seen my plan, vampire, as I've seen your destiny. The future says you die. But I am dead. As are you. Alors que la tête du gardien du temps roule au sol et que Kain médite sur les conséquences de son escapade vers le passé, la voix sinistre de Mortanius se fait entendre dans les airs. Il rappelle Kain au pilier où, promet-il, sa vengeance sera faite. Come to me, my undead son. Make haste to the pillars. The stage is set for the grand finale. You will have your vengeance. Kain s'exécute, mais lorsqu'il se rend au pilier, plutôt que d'y trouver seulement le nécromancien, il surprend l'alchimiste Anarcroth, qui lui a échappé à l'Éden noir, se préparant au combat contre le puissant gardien de la mort. C'est là qu'il va falloir commencer à être vraiment attentif, car ce qui va suivre est le point de départ de la complexité du scénario de la saga. Anarcroth a compris la vérité. Mortanius est le commanditaire de l'assassinat de Kain. Il a manigancé son meurtre pour pouvoir le changer en vampire afin qu'il tue les membres corrompus du Cercle des Neuf. Mortanius a prévu de mourir lui-même des mains de Kain. Il est le seul des Neuf à avoir pris la mesure de la nécessité de briser la malédiction de Nupraptor par l'extermination des gardiens corrompus. Anarcroth, bien sûr, refuse de mourir, mais il ne fait pas le poids contre le nécromancien. C'est donc à Mortanius et à Mortanius seul que Kain fait face. Mais le vieux gardien, doyen du cercle, ne se rendra pas sans combattre. Pourquoi alors qu'il désire être tué par Kain? Parce qu'il est possédé. Lorsque Kain lui porte le coup fatal, Mortanius se transforme en une entité démoniaque. Il s'agit de l'être indicible contre lequel Ariel mettait Kain en garde. Il s'agit de l'assassin d'Ariel, qui désire la destruction des piliers. Il s'agit d'Ashak Geek, l'être venu d'un autre monde, dont un faux avatar fait l'objet d'un culte dans la cathédrale d'Avernus. Il nargue Kain. Don't you see? My silencing of Ariel and its calculated repercussions is but the first act in my theater of Grand Guignol, of which you are the tragic hero. Cette réplique suppose que ce combat final a toujours été pensé pour être le point de départ d'un scénario beaucoup plus long. Or, c'est impossible. Les échelles de temps sont trop longues et les imprévus de développement des jeux suivants trop monumentaux pour qu'une telle anticipation ait été possible. Pourtant... Dans un premier script du jeu, Mortanius était bel et bien l'assassin d'Ariel, sans être possédé. Il l'a tué parce qu'elle entretenait une liaison avec Nupraptor, que Mortanius jugeait délétère pour l'équilibre des piliers. Cette version définitive, plus complexe, est bel et bien en totalité ce sur quoi se base la suite, comme vous le verrez. Kain parvient à vaincre l'entité, mais un pilier reste impur, celui de l'équilibre. Kain a alors une révélation. Lorsqu'Ariel est morte, Nupraptor n'avait pas encore déchaîné son pouvoir sur les gardiens. Un bébé est né ce jour-là pour la remplacer. Ce bébé, c'était Kain lui-même. Kain est le gardien de l'équilibre, corrompu par Nupraptor lors de son premier cri. Mortanius l'avait sous-entendu lors de leur duel. Et il lui a fait porter le fardeau d'être l'artisan du renouveau des piliers, qui doit maintenant prendre sa propre vie pour qu'enfin naissent de nouveaux gardiens. C'était probablement flagrant d'après notre résumé, Kain n'est pas du tout un gentil. Intelligent certes, mais cruel, orgueilleux, dédaigneux et revanchard. Est-ce l'effet de la malédiction de Nupraptor ? On ne le saura jamais vraiment. Mais c'est cet être mauvais qui doit maintenant décider du sort du monde. Prenons le temps de récapituler. Une entité malfaisante a assassiné Ariel dans le but que Nupraptor, en déchaînant une attaque mentale sur les autres gardiens, déstabilise les piliers. Cette entité espère que Kain refusera de sacrifier sa vie et actera la chute de Nosgoth. Son but est inconnu. Mortanius, inconscient d'être physiquement le perpétrateur de l'assassinat, a fait du nouveau gardien de l'équilibre, Kain, un vampire pour qu'il élimine les membres du Cercle des Neuf. Son choix étrange de stratégie a des raisons encore inconnues. Ariel, laissant Kain dans l'ignorance, a assisté Mortanius dans son initiative, volontairement ou non. Tous deux espèrent que Kain sacrifiera sa vie. C'est là la solution qu'Ariel comptait proposer à Kain pour guérir son vampirisme. Quant à Moebius, il a exploité Kain pour qu'il devienne la cause de l'extermination des vampires. Il a prédit à Kain qu'il mourrait.
Si Kain choisit le sacrifice, les piliers seront restaurés, mais il n'y aura plus jamais de vampires à Nosgoth. Mais le gardien du temps ne pouvait pas ignorer que Kain refuserait le sacrifice de sa vie. Le joueur a le choix, mais la vraie fin, c'est bien sûr celle où Kain, convaincu par les paroles de Vorador, déclare solennellement qu'il vivra pour être un dieu sur la terre, comme le sont collectivement les vampires. Les piliers s'effondrent, Kain festoie sur leur ruine. Le monde est condamné. Fin du premier jeu. 1000 ans passent. Les menaces de Hachak Geek ne sont pas suivies d'effet. Kain lève de la tombe 6 lieutenants vampires, des cadavres d'un temps très ancien qu'il a ramenés à la vie pour le servir. Avec leur aide, et avec l'aide des fils vampires de ces lieutenants, probablement des humains convertis ou des cadavres sortis de la tombe, il soumet l'humanité jusqu'à ce qu'une très faible résistance lutte encore contre sa tyrannie. Ariel, condamné par les actes de Kain à hanter pour toujours les ruines des piliers sur lesquels son successeur a établi son trône, observe impuissante Kain et ses lieutenants subir d'étranges transformations, peu typiques des vampires ordinaires. Ces transformations, dont Kain professe qu'elles rapprochent progressivement les vampires de la divinité, Kain les subit toujours en premier. Ses lieutenants, Melkia, Zéphon, Rahab, Duma, Turel et Raziel, ne le précèdent jamais, jusqu'au jour où Raziel, le premier des lieutenants de Kain, se présente devant lui avec dans son dos de longues ailes membraneuses. Kain, dans un élan de jalousie manifeste, les lui arrache et condamne son premier-né à la mort. Raziel est précipité par ses frères dans le tourbillon des abysses, le lac des morts. Tout simplement dans l'eau qui dissout le corps des vampires. Mais Raziel ne meurt pas. Après plusieurs siècles de souffrance et de dégénérescence, son spectre, mutilé et grotesque, émerge de sa torpeur. Une voix s'adresse alors à lui. Cette voix est celle d'un être qui n'est jamais nommé précisément, mais que les manuels appellent The Elder God. Littéralement, l'ancien dieu. L'ancien en VF. Nous l'appellerons le dieu car cette créature est, pour autant qu'on sache, Dieu. Le dieu explique à Raziel qu'il l'a ressuscité pour qu'il élimine Kain. D'abord pour rétablir l'équilibre rompu par son refus de sacrifier sa vie pour sauver le monde, ensuite parce que l'existence des vampires est en soi un problème. Le dieu explique que les âmes sont faites pour parcourir un cycle, la roue du destin, pour sortir des corps à leur mort, être purifiés et se réincarner. Or, les vampires, immortels, sont exclus de la roue du destin, et leur âme macère dans leur corps éternel. C'est mal. Mais le dieu n'ignore pas que Raziel n'agira pas par pur altruisme. C'est pas comme ça que ça marche dans ce monde. Il tuera pour se venger. Redeem yourself. Or if you prefer, avenge yourself. Kain pour l'avoir condamné, ses frères pour avoir exécuté la sentence. Le dieu annonce qu'il confère à Raziel le pouvoir de dévorer les âmes des morts comme un vampire boit du sang. Il lui permet également de se manifester dans le monde physique et de naviguer entre la dimension spectrale des morts et le plan matériel des vivants. C'est cette mécanique de voyage entre deux mondes parallèles qui a fait la réputation du premier Soul River. Les gens ont beaucoup apprécié. Bon, après, c'est juste un jeu d'action-aventure 3D standard comme le seront les suivants. Armé de ses aptitudes, Raziel émerge pour découvrir un monde dévasté par les cataclysmes. Il découvre horrifié que les vampires, censés avancer vers une apothéose corporelle, sont devenus des monstres difformes. C'est la malédiction de Nupraptor. Ce monde, ces vampires, ont été façonnés avec l'âme corrompue de Kain. Ils dégénèrent comme lui et conduisent irrémédiablement la Terre à sa fin. Plus encore, Raziel découvre que ses fils, son clan, ont été exterminés à la suite de son exécution. Ivre de vengeance, il élimine son frère le plus faible, Melkia. En consumant son âme, il obtient de lui l'aptitude de Kain à se rendre presque intangible pour traverser les grillages. Kain, lors de son voyage dans le précédent jeu, est devenu extrêmement puissant. Capable de se changer en loup comme en nuée de chauve-souris, il sait aussi devenir brume, projeter des illusions, ainsi que de puissantes attaques magiques. C'est cet être sans âge, tourmenté par le poids de ses décisions mais étrangement peu changé par les ans, que Raziel retrouve dans sa salle du trône. Raziel fustige Kain pour ses actions passées, envers lui et envers le monde. Mais Kain refuse la critique, arguant que ses responsabilités sont si immenses qu'il faut les avoir endurées pour être à même de le juger. Kain tire alors la Soul River de son fourreau pour affronter Raziel. Loin d'anéantir notre spectre mangeur d'âme, comme elle le fait ordinairement de toutes ses proies, l'antique épée qui a soumis des armées entières se brise contre Raziel. Mais Kain, loin d'être déstabilisé, part d'un grand éclat de rire et proclame que le destin est en marche. The blade is vanquished. So it unfolds. And we are a step closer to our destinies. Réduit de nouveau à son état spectral, Raziel découvre que si l'épée physique a été détruite, l'âme dévoreuse d'âme qu'elle renfermait, et qui a, au fil du temps, pris sa forme, a été libérée de sa prison de métal. Alors que Raziel s'en approche, cette Soul River spectrale se lie à son bras. Elle ne le quittera jamais.
le dieu prend la parole. Il bénit cette symbiose entre deux âmes dévoreuses d'âmes et y voit le présage d'un destin victorieux pour Raziel. C'est aussi là que Raziel rencontre Ariel pour la première fois. Elle lui raconte son histoire et le cœur de Raziel se durcit. Plus que jamais convaincu de la nécessité de tuer Kain pour se venger et venger le monde, il part en quête de ses frères pour leur faire avouer où Kain est parti se réfugier. Il tue Zéphon, duquel il hérite les griffes impitoyables de Kain permettant de monter au mur. Il se rend alors dans des lieux que Kain a cru sceller à tout jamais, comme l'antique tombeau des Séraphéens. Cet ordre de prêtres chevaliers est celui qui, jadis mené par Malek, a mené la première cabale contre les vampires. Cette cabale a eu raison de leur premier doyen, Janos Audron. Mais depuis le jour où Vorador s'est introduit dans leur forteresse pour massacrer le cercle des Neuf qui à l'époque soutenait les Séraphéens, Malek était le dernier capitaine séraphéen encore en vie. C'est néanmoins dans son tombeau honorifique, puisqu'on connaît le destin très particulier du corps du paladin, que sont enterrés ses lieutenants, Melkia, Zéphon, Rahab, Turel, Dumas et Raziel. Oui, dit le dieu. Raziel, de son vivant, avant d'être un vampire, était un séraphéen, comme l'étaient ses frères. Cette révélation, dans laquelle Raziel voit une blague cynique de son créateur Kain, le persuade de prendre désormais parti pour les humains. Il tue son frère Rahab, auquel il dérobe la capacité de nager que Kain n'a jamais possédée. Il peut ainsi se rendre dans des lieux inaccessibles même à Kain, tels que la Cité des Humains, où il est accueilli en héros par la population avertie qu'un être exceptionnel se dressait contre le tyran. Il tue ensuite son frère Dumas, vaincu par les humains mais toujours vivant, tant les vampires sont difficiles à tuer. Dévorer leur âme est peut-être la façon la plus définitive de le faire, on va dire. De Dumas, il obtient un pouvoir bizarroïde qu'il ne vaut pas la peine de mentionner. Raziel n'ira pas à la poursuite de son dernier frère, Turel. C'est d'un de ses sbires qu'il obtiendra une version limitée des pouvoirs télékinésiques de Kain, car il a localisé Kain dans la caverne de l'oracle, de Moebius, où Kain fut jadis lancé sur la piste calamiteuse de Guillaume le Juste. Raziel connaît Moebius de réputation, car Kain a beaucoup raconté son histoire à ses fils. Et bien qu'endurci contre Kain, il n'ignore pas que le gardien du temps était une vraie enflure. Découvrant les souterrains secrets dissimulés sous la caverne de l'oracle, il entre dans le chronoplaste, la machine dans laquelle Moebius voyait l'avenir, et y aperçoit l'ombre d'événements futurs imprécis et difficiles à interpréter. S'apercevant lui-même détruisant son allié Ariel, il refuse de croire à ses visions. Enfin, il retrouve Kain, décidé à en finir avec lui. Mais Kain, éloquemment, l'accueille avec des maximes philosophiques sur la fatalité, la relativité de la morale et la condition des vampires. Il dit à Raziel « Notre éternité fait de nous des dieux ». Il affirme connaître le futur pour l'avoir beaucoup étudié dans le chronoplaste, et en avoir conclu que le libre arbitre n'était qu'une illusion, et que chaque être jouait le rôle que lui assigne le destin. Pris à partie par Raziel, il tente de lui faire entendre que les Séraphéens ne valaient pas mieux que les vampires qu'il combattait, et que ces soi-disant saints partageaient le même désir de suprématie que Kain lui-même. Tandis qu'il parle et repousse les attaques de Raziel, Kain active sur le chronoplaste d'étranges leviers jusqu'à ce que s'ouvre un portail vers le passé, dans lequel Kain, après avoir promis à Raziel de nombreux rebondissements au drame qui les attend tous les deux, s'engouffre et disparaît. Averti par le dieu qu'il ne pourra plus l'assister au-delà de ce portail, Raziel se jette dans le flux temporel à la poursuite de Kain. Mais c'est face à Moebius qu'il se retrouve. Raziel, Redeemer and Destroyer, Pawn and Messiah, welcome, time-span soul, welcome to your destiny. Fin du deuxième jeu. Bon, la cinématique montrée est en fait celle du début du troisième jeu, qui reprend les dialogues de la fin du deuxième avec de meilleurs graphismes, on va se contenter de le dire comme ça. On récapitule. 1000 ans après que Kain a refusé de sacrifier sa vie pour sauver le monde, son lieutenant Raziel, condamné pour lèse-majesté, est changé en spectre et envoyé détruire les vampires par un dieu selon lequel toute chose doit être mortelle. S'emparant de la Soul River de Kain, il élimine tous les lieutenants vampires, sauf un qu'on garde pour plus tard. Kain lui-même commence à tenter de le convaincre que la situation n'est pas aussi simple qu'il y paraît, et l'entraîne dans le passé de Nosgoth, mais Raziel est intercepté par Moebius. Il a toujours l'intention de tuer Kain. Le monde est toujours corrompu, l'entité maléfique de la fin du premier jeu n'a toujours pas joué sa carte, nul autre que Raziel ne semble conscient de l'existence du dieu qui lui a confié sa mission. On retient bien les parties en présence. Kain et ses projets mystérieux, Raziel et son désir de vengeance, le dieu qui désire la fin des vampires, à chaque geek qui semble vouloir détruire le monde, Mortanius qui a fait de Kain un vampire pour qu'il sauve le monde, et Moebius qui veut la destruction des vampires. Tout le monde suit? Parfait. La vraie histoire commence maintenant. Moebius accueille Raziel 30 ans avant les événements du premier jeu.
Son armée de mercenaires, galvanisée par l'assassinat abject du bon roi Guillaume le Juste par Kain, extermine les vampires pour ne laisser que Kain vivant au moment fatidique du choix qui a condamné Nosgoth à la destruction. Raziel connaît cette histoire. C'est pourquoi, bien que sa précieuse Soul River ait été neutralisée par le mystérieux bâton magique du gardien du temps, Raziel se jette sur le sorcier. Mais Moebius le nargue. C'est de la main de Kain que je mourrai dans 30 ans, pas de la tienne maintenant. Je n'ai rien à craindre de toi. Mais alors, pourquoi a-t-il neutralisé la Soul River? Bonne question. C'est là le secret le mieux gardé de l'oracle de Nosgoth. Mais celui-ci prétend l'avoir fait involontairement. Il persuade Raziel qu'il est son allié, en ce sens que tous deux désirent la mort de Kain. « Tu étais un séraphéen, Raziel, dit-il. Nous étions même amis alors. Honore ton humanité passée en détruisant l'infâme Kain qui t'a trahi. Regarde ce que sont les vampires. Regarde ces vitraux montrant l'abominable Vorador massacrant les pauvres gardiens sans défense. Regarde les portraits de ces nobles séraphéens qui combattaient ces démons. Regarde ton buste, ta splendeur lorsque tu arrachas le cœur des ténèbres de la poitrine du terrible Janos Audron, le père de tous les vampires. Ne désires-tu pas redevenir cela ? Nous simplifions. Moebius évoque certains de ces sujets, et d'autres sont abordés par Raziel lui-même alors qu'il parcourt la forteresse séraphéenne dans laquelle il se trouve après ce dialogue. Mais c'est en gros ça. Moebius tente de fanatiser encore plus Raziel qu'il ne l'est déjà. Mais Raziel se méfie. Le portrait manichéen que Moebius décrit lui semble bien trop trivial pour être fidèle à la réalité complexe de Nosgoth. Il garde les paroles de Kain en mémoire. Pourtant, Moebius indique à Raziel où se trouve sa cible, au pilier. À cette époque, ils ne sont pas encore corrompus. Et Kain s'y trouve en ce moment même, attendant Raziel à sa suite, ignorant que Moebius l'a extirpé du flot du temps pour l'avertir et le préparer. Raziel accepte d'être l'allié de circonstance de Moebius. Sur ces indications, il part vers les piliers à la poursuite de Kain. Le vieux gardien le prévient tout de même que pour sortir, il devra tuer les gardes. Moebius lui-même ne comptant pas se donner la peine d'expliquer qu'il s'est allié avec un démon. Try to keep the casualties to a minimum, but do what you have to do. All great movements require a few martyrs. Cela ne pose pas de problème à Raziel. Le monde de Legacy of Kain est cynique et il n'y a pas de gentil. Il faut s'y faire. Dans l'un des nombreux halls de la forteresse, Raziel ressent soudain une étrange sensation de distorsion, de malaise, comme si la réalité vacillait dans son sillage. Il se trouve sur la sépulture de Guillaume le Juste, tué par Kain dans le passé. Raziel connaît cette histoire et connaît également le détail troublant représenté par l'artiste sur le vitrail. Le vampire et le roi se sont affrontés avec la même arme, la Soul River, et l'exemplaire brandi par le Juste, brisé dans la bataille, gît sur son sarcophage. Lorsque Raziel s'en approche, la Soul River spectrale à son bras le tire vers l'épée physique. La légende était donc vraie. Cette épée est un être vivant, un parasite vorace, rendu fou par son emprisonnement dans le métal, doté d'une volonté propre. Raziel prend conscience de cela tandis que son arme symbiotique pompe son essence vitale pour réparer l'épée brisée. Plus jamais la Soul River ne sera une arme obéissante. Elle menacera à tout moment de consumer Raziel, qui ne doit donc pas trop l'utiliser. Son contact avec sa sœur physique lui a rendu sa conscience. Raziel saisit cet artefact désormais réparé et croise de nouveau la route de Moebius. Pourquoi est-il ici sans son bâton? Sans doute par curiosité pour le phénomène qui vient de se produire sous nos yeux. On ne saura jamais pourquoi, pour cette seule et unique fois, il s'est rendu vulnérable en approchant Raziel désarmé. Mais Raziel, soupçonneux, attaque le sorcier. Il pense que ce qui vient d'arriver est une manigance de Moebius. Celui-ci nie, rappelle à Raziel sa mission sacrée de tuer Kain, et, désespéré, révèle sa subordination à la roue du destin. C'est-à-dire au dieu qui guide Raziel depuis sa résurrection. Raziel, troublé par cette révélation, épargne le gardien du temps, mais l'anecdote fera naître en lui une méfiance envers le dieu. Il poursuit sa route, et Moebius, satisfait, jure qu'il ne sera plus jamais pris en défaut. La situation se simplifie. Le dieu et Moebius, qui partagent le même objectif d'éradiquer les vampires, font en fait partie de la même faction, Moebius étant un serviteur du dieu. Peu importe pour l'instant. Raziel rejoint Kain au pilier. Kain exhorte Raziel à ne pas écouter Moebius et démonstration à l'appui, puisqu'il s'agit du jour de l'assassinat d'Ariel et de la corruption des piliers, résume ce qui est arrivé à Nosgoth. Mon destin, dit-il, était de devenir gardien de l'équilibre, et en tant que vampire, de rendre les piliers à notre race comme cela aurait toujours dû être. Illusion messianique! Folie des grandeurs, rétorque Raziel. Pourtant, c'est bien de ce destin, et par association de ton vrai destin, Raziel, que l'entité malfaisante qui a assassiné Ariel et Moebius qui a provoqué l'anéantissement des vampires ont voulu nous priver. Ils ont réussi, ajoute-t-il, car lorsque j'ai dû choisir, je ne pouvais que condamner le monde en refusant de donner ma vie, ou le condamner en anéantissant les vampires par le sacrifice de leur dernier représentant en moi-même. Kain affirme avoir vu toutes les époques dans le chronoplaste de Moebius et compris la gravité de la situation dans laquelle les manigances des sorciers et des démons l'avaient placé. Il assure que les vampires sont essentiels. Il assure également que toutes les actions qu'il a entreprises, dont le refus du sacrifice de sa vie, dont peut-être la condamnation de Raziel,
avait pour but de changer le cours de l'histoire pour échapper au piège de Moebius. Mais Kain, répond Raziel, tu l'as dit toi-même, il n'y a que 2 options et tu dois mourir. Ta présence à cette époque ouvre une 3e possibilité, répond Kain. C'est un secret que tu devras découvrir par toi-même, et de ta perspicacité dépend notre destin à tous les deux, et celui de Nosgoth avec le nôtre. But suppose you throw a coin enough times. Suppose one day, it lands on its edge. Sur ces paroles énigmatiques, Kain disparaît. Troublé, Raziel explore les environs. Bientôt, la Soul River lui permet d'ouvrir un temple secret sous les piliers dans lesquels il découvre des fresques décrivant une race antique d'êtres ailés à la peau bleue qui ont jadis affronté des adversaires démoniaques, les ont scellés dans une autre dimension et ont créé les piliers pour les maintenir prisonniers. Mais ces êtres ailés ont été maudits par les démons. Recollant les morceaux, Raziel comprend qu'il s'agit là non seulement de l'origine des piliers, mais aussi de celle des vampires, ces êtres ailés maudits par les démons étant les prédécesseurs des vampires de l'ère de Vorador. Raziel est particulièrement troublé par la similitude physique de ces êtres ailés avec lui-même, qui est également bleu et ailé. Un autre détail retient son attention. La Soul River, dans sa version physique, est omniprésente sur ses fresques. Le dieu qui était resté silencieux prend alors la parole. Lies, Raziel. Il dit à Raziel que ces récits sont des mensonges, des illusions d'un peuple disparu qui se cherchait une raison d'être, et que la vraie mission de Raziel est de tuer Kain et de ramener l'équilibre. Mais Raziel est maintenant défiant envers le dieu. Il n'a pas abandonné l'idée de tuer Kain, mais est circonspect envers celui dont Moebius reçoit ses ordres. Le dieu tolère cette défiance puisqu'elle ne détourne pas Raziel de sa mission, et le dévoreur d'âmes poursuit son chemin. Il rencontre Vorador, déjà dernier vampire de Nosgoth. Le doyen, prudent, reconnaît en Raziel l'une des figures prophétisées par ses anciens maîtres, les premiers vampires, mais lui annonce tristement qu'il arrive trop tard, car seul Janos Audron, le père des vampires, aurait pu le guider. Mais les anciennes prophéties sont mortes avec lui depuis déjà plusieurs siècles. Raziel décide alors qu'il rencontrera Janos Audron. Dut-il pour cela utiliser de nouveau le chronoplaste de Moebius pour voyager dans le passé de Nosgoth. Il retourne à la forteresse Séraphéenne. C'est là qu'a lieu la scène la plus importante de toute la saga. Kain attend Raziel dans le tombeau de Guillaume le Juste. Il lui annonce solennellement que c'est là la croisée des chemins, que l'histoire est écrite, que lui et Raziel se sont toujours rencontrés ici pour ce moment fatidique. Le futur, le destin, les prédictions de l'avenir tiennent compte de tout ce qui a été entrepris par ceux qui le connaissent pour l'influencer et le modifier. Nous ne sommes pas ici, dit Kain, pour changer le passé. Nous sommes ici pour vivre les événements qui façonneront le futur que j'ai vu dans le chronoplaste. Le futur est immuable, car c'est déjà nous qui, en venant ici pour le changer, l'avons provoqué. Pourtant, dit Kain, moi j'ai changé le passé. Je me souviens de Némésis. Je me souviens qu'avant de remonter le temps pour tuer Guillaume le Juste, j'étais aux prises avec l'armée de ce même roi qui, devenu vieux et fou, tentait d'envahir Nosgoth. Je me souviens d'un avenir dans lequel il y a des vampires et dans lequel il y a Némésis. Ce tombeau prouve que Némésis n'existera jamais, et ce vitrail me représente dans mon rôle d'initiateur de l'extermination des vampires que je n'ai pas connu dans ma jeunesse. J'ai changé le passé. Comment ai-je fait? Voilà le secret de Moebius. Il a armé Guillaume le Juste de la Soul River et l'a laissé à une autre époque à Avernus pour être trouvé par Kain. Et lorsque les deux combattants ont croisé le fer, avec ce même artefact unique au monde, le paradoxe temporel de ce même métal qui s'entrechoque avec lui-même a permis, pendant un bref instant de tous les possibles, que le passé soit changé. Nous pouvons, dit Kain, reproduire cela. Tu possèdes aussi la Soul River, tu la portes à ton bras. Prends celle-ci, et nichée au cœur de la distorsion causée par les deux âmes de l'épée entremêlées, tu auras vraiment le choix. Mais alors, dit Raziel, tu devrais être terrifié, car si ce que tu dis est vrai, alors je pourrais te tuer maintenant. C'est ce que tu vas faire, répond Kain. L'histoire, vue par Kain dans le chronoplaste, c'est que Raziel le tue à ce moment précis. Kain lui dit que, malgré toute la rancœur que Raziel a envers lui, malgré toutes les raisons qui font qu'il veuille exercer son libre arbitre pour tuer Kain, ce n'est pas le choix qu'il doit faire. Il doit épargner Kain, car c'est leur seule chance à tous les deux d'accomplir leur vraie destinée, de sauver Nosgoth. Raziel veut tuer Kain. Raziel peut tuer Kain. Raziel sait qu'il va tuer Kain. Les fils du destin l'attirent comme un aimant vers cette décision. Et parce qu'il ressent en lui cette compulsion si forte à accomplir cet acte, il comprend que Kain a peut-être raison et fait au dernier moment le choix de l'épargner. Poor William. Avant que Kain tue Guillaume le Juste, nous étions dans la première timeline, celle de Némésis. Jusqu'à présent, nous étions dans la deuxième timeline, celle où Raziel tue Kain sur la tombe de Guillaume le Juste. Nous sommes maintenant dans la troisième timeline. Raziel compte toujours tuer Kain, mais refuse d'y être contraint par le destin, par Moebius ou par son dieu. Il fait savoir à Kain qu'il n'est toujours pas son allié. Mais Kain, satisfait, le félicite pour sa décision et lui prédit un parcours glorieux vers la vérité et vers le salut de Nosgoth.
Il disparaît. Raziel se remet en route vers le chronoplaste pour rencontrer Janos Audron. Attardons-nous un instant sur l'approche du destin qui est proposée dans ce scénario. Kain a regardé son avenir dans le chronoplaste de Moebius. Pour autant qu'on sache, le chronoplaste délivre des images relativement précises, mais pas de son. Kain sait en tout cas qu'il va remonter le temps et être tué par Raziel dans la chapelle de Guillaume le Juste. On pourrait se dire que la solution simple pour lui consisterait à ne juste pas faire ce voyage dans le temps, et ne pas être à cet endroit à ce moment. Mais, et c'est je pense le raisonnement de Kain, s'il se voit voyager dans le passé, c'est qu'il voit une version de lui qui utilise le chronoplaste, donc une version de lui qui connaît son avenir. De la capacité du chronoplaste à lui montrer que son avenir est dans le passé, il conclut que l'histoire est déjà écrite, car le passé contient déjà des éléments venus du futur. Et de sa présence à la chapelle du roi pour cette scène fatidique, il conclut, puisque c'est une décision qu'il prendra en connaissance de cause vu qu'elle est prise par une version de lui qui a aussi vu l'avenir, il conclut, dis-je, que c'est dans son meilleur intérêt d'être là, et pas ailleurs, même si c'est pour que Raziel le tue. Et c'est sûrement en se demandant pourquoi ce choix de lieu est le meilleur malgré le fait que son destin est d'y mourir, qu'il a compris l'astuce du paradoxe temporel, qu'il ne pouvait mettre en œuvre qu'à cet endroit, mais qui est sa seule chance de survivre à sa rencontre avec Raziel. Cependant, c'est également parce qu'il tient ce raisonnement fatal que l'avenir est normalement immuable. Pourtant, c'est bien un raisonnement qu'il ne pouvait pas ne pas tenir. En tout cas, c'est le raisonnement qu'il a tenu, et qu'il est de tout temps prévu qu'il tienne. C'est pour ça que dans ce monde, on n'échappe pas au destin à moins d'utiliser l'astuce du paradoxe temporel. La place du paradoxe temporel lui-même renvoie au principe logique d'explosion, ex falso sequitur quolibet, du faux n'importe quoi. N'importe quel énoncé est la conséquence logique d'un énoncé faux. Et donc, n'importe quel futur peut émerger d'un événement contradictoire. Raziel conjecture que Moebius et son dieu seront très contrariés par sa décision. Et lorsqu'il retrouve le gardien du temps pour l'obliger à utiliser sa machine pour l'envoyer 500 ans dans le passé de Nosgoth, celui-ci paraît en effet préoccupé. On ne saura jamais exactement comment Moebius et le dieu vivent les changements de timeline. Ils cessent seulement de tenir compte des précédentes lorsqu'on en change. Raziel et Kain, à l'épicentre des paradoxes temporels qui permettent de changer le futur, se rappellent tous deux jusqu'au bout de l'ancienne et de la nouvelle version de la réalité. Kain se souvient de Némésis par exemple. Mais il est probable non seulement que Moebius ne connaisse que la réalité dans laquelle il se trouve actuellement, même quand il a œuvré pour sa création, mais qu'en plus sa connaissance de l'avenir devienne de plus en plus lacunaire à mesure que l'histoire est changée. Le dieu, intemporel, connaît toute la réalité mais ne peut pas prévoir ce qui se passera si l'histoire change. Menacé par Raziel, Moebius active son chronoplaste, mais en modifie les réglages. Émergeant face à une statue de Moebius tenant la tête coupée de Vorador, Raziel comprend qu'il a en réalité voyagé dans le futur. Le but de Moebius est que, constatant la désolation causée par Kain quelques siècles après son refus de sacrifier sa vie, Raziel change d'avis et reprenne la traque de Kain. Mais Raziel rétorque à l'apparition fantomatique du gardien qui lui fait face que l'argument est faible. Quand bien même il aurait tué le vieux Kain, venu d'un futur lointain, les événements causés par le jeune Kain du premier jeu n'auraient absolument pas changé. Alors Raziel commence à soupçonner qu'on lui ment, et que même le jeune Kain n'est pas pleinement responsable de la dévastation de Nosgoth. Il se rend aux ruines des piliers pour interroger Ariel à ce sujet. Dans la seconde timeline, Ariel ne rencontrait Raziel que 1000 ans après les événements du premier jeu. Elle ne se souvient pas de Raziel lorsqu'il la rencontre à une époque antérieure. Seul Moebius qui connaît le futur et le dieu qui est intemporel peuvent interagir avec Raziel de manière chronologiquement cohérente pour lui. Raziel défie le raisonnement d'Ariel. Et si tuer Kain maintenant ne changeait rien? Et si d'autres facteurs avaient favorisé la chute des piliers que la simple malédiction de Nupraptor et le refus de Kain de se sacrifier? Mais il ne tire rien du spectre de la gardienne de l'équilibre. Elle ne sait rien, et de toute façon, le désespoir dans lequel elle a sombré d'être condamnée à hanter ses ruines pour l'éternité obscurcit son jugement. Il se rend également dans l'antique chambre sous les piliers où le dieu lui avait parlé la dernière fois. À cette époque sombre, le corps du dieu s'étend enroulé autour des fondations des piliers. Nous n'avons jamais commenté l'aspect physique du dieu jusqu'à présent. Invisible à tous sauf à Raziel, cet être est un monstre Lovecraftien constitué d'yeux et de tentacules. Les détails varient de jeu en jeu. Mais c'est une entité sombre et répugnante, dont Raziel suppose que les fidèles ignorent le vrai visage. Constatant que la désolation semble accroître l'influence de cette chose, Raziel devine la vérité. Le cycle de la vie au nom duquel ce dieu a décrété que toute chose devait mourir n'est qu'un prétexte. Le dieu se nourrit des âmes des morts et l'immortalité des vampires le prive tout simplement de carburant. Les âmes, y compris celles que Raziel ou d'autres créatures du monde du dessous dévorent, l'alimentent lui. Et à cette époque sanglante, il est tout à fait bien nourri. Raziel décrète que désormais, il n'obéira plus au dieu, et hasard de l'hypothèse que ce n'est même pas un dieu, et que sa résurrection est un hasard inexplicable absolument pas causé par lui. On ne connaîtra jamais la vérité sur ce sujet précis. Quoi qu'il en soit, le dieu n'a ni le pouvoir d'anéantir Raziel, ni celui d'empêcher sa progression.
Alors Raziel se rend à la demeure de Janos Audron qu'il désire rencontrer, mais ne trouve évidemment que des ruines car l'ancien vampire est mort depuis longtemps. Kain fait son apparition pour recueillir les dernières impressions de Raziel sur la situation et pour lui donner un dernier avertissement. Même s'il est possible de changer le futur, le continuum espace-temps ne supportera pas n'importe quel paradoxe, et il faut altérer le cours des événements avec parcimonie, sous peine d'être anéanti soi-même parce que les chaînes de causalité ne parviennent pas à s'accommoder des changements. Kain et Raziel tirent de leur discussion la conclusion que deux factions séparées cherchent à manipuler le cours du temps. Celle de Moebius et celle de l'entité indicible de la fin du premier jeu. Ces deux factions désirent la mort de Kain. En refusant de le tuer, Raziel apparaît à ces deux factions comme leur ennemi et l'allié objectif de Kain. Raziel ne mentionne pas le dieu, mais Kain a bien compris que Moebius n'était qu'un pantin au service d'un maître mystérieux beaucoup plus influent. Kain s'étant de nouveau volatilisé et Raziel n'ayant pas l'intention de le poursuivre, il retourne au chronoplaste afin de se rendre dans le passé de Nosgoth. Il y parvient. Il aurait pu se foirer et se retrouver à l'époque de Blood Omen, le temps d'aider Vorador à vaincre Malek à l'Éden Noir comme proposé précédemment. Mais non, il réussit du premier coup à utiliser le chronoplaste, et se rend à la demeure de Janos Audron du vivant de celui-ci. Sur son chemin, il découvre la barbarie, le cynisme et l'hypocrisie des Séraphéens dont c'est l'âge d'or. Loin d'être les saints qu'il espérait, ils étaient bien les brutes avides de sang et de pouvoir décrites par Kain. Déjouant les pièges et les mécanismes interdisant l'accès au château en altitude, Raziel se retrouve enfin face au dernier des anciens vampires. Janos Audron a une apparence angélique conforme aux fresques dépeignant l'antique guerre ayant conduit à la formation des piliers. Il reconnaît Raziel, qu'il appelle par son nom, comme le héros prophétisé qu'il attendait, mais s'étonne de son aspect martyrisé. Janos explique que, lorsque les piliers ont été érigés, 9 gardiens vampires ont été appelés pour servir de source de magie alimentant le sceau qui maintient les antiques ennemis prisonniers dans leur dimension de démons. Mais, maudits par leurs adversaires, ils ont progressivement perdu foi en l'avenir et se sont suicidés. Seul Janos, gardien de la River destiné au héros prophétisé, a gardé la volonté de vivre pour remplir sa mission. Rendus stériles par la malédiction de leurs ennemis, ils ne pouvaient plus engendrer des héritiers pour être choisis par les piliers. C'est pourquoi des humains ont été choisis à la naissance par les piliers pour devenir leurs nouveaux gardiens après le suicide des précédents. Mais les humains sont trop faibles physiquement pour assurer cette fonction. Les vampires ont donc essayé de les transformer en vampires pour assurer la protection magique de Nosgoth, mais les humains se sont rebellés et ont revendiqué les piliers pour eux-mêmes. Ils ont oublié leur véritable fonction au fil du temps, et à mesure que de plus en plus d'anciens vampires ont été tués par les humains, par les Séraphéens que les gardiens humains ont entraînés et envoyés pour les exterminer, le sceau s'est affaibli. La malédiction de Nupraptor, 500 ans plus tard, ne fera donc qu'accélérer ce qui est déjà inévitable si les piliers restent sous tutelle humaine. Donc, Raziel comprend que Kain avait tout à fait raison lors de leur confrontation au début du jeu. Janos magnanime déclare que contrairement à Vorador, il ne déteste pas les humains pour autant. They don't understand what they're doing. Il exhorte donc Raziel à assumer son rôle de héros prophétisé sans haine. Il lui présente la River. Cette épée, dit Janos, a été enchantée de manière à absorber le sang de ceux qu'elle touche et alimente par ce biais celui qui la manie. Elle a, précise-t-il, été forgée pour Raziel. Raziel s'étonne de ne pas ressentir face à la River la même distorsion que dans le tombeau de Guillaume le Juste. Il ressent au contraire une déplaisante sensation de vide et de terreur. Il refuse de la toucher. Une clameur se fait entendre. Ce sont les Séraphéens qui s'apprêtent à prendre d'assaut la demeure de Janos Audron. Et Raziel comprend que c'est lui qui, en rendant possible l'accès au quartier du vieux vampire, a provoqué l'événement dépeint sur les vitraux 500 ans plus tard. L'assassinat de Janos Audron par les capitaines séraphéens. Pire encore, ces chevaliers sont munis du bâton anti-vampire de Moebius. Le crime est donc signé. Le gardien du temps avait prévu tout ça. Entravé par une protection magique que Janos lui envoie pour le mettre à l'abri des Séraphéens, Raziel ne parvient pas à empêcher que son lui du passé, le Raziel Séraphéen, arrache le cœur du vampire et fuit avec ce trophée ainsi qu'avec la River pour les rapporter à la forteresse. Il jure à Janos sur son lit de mort qu'il lui rapportera son cœur pour le régénérer s'il n'est pas trop tard. Rappelons que les vampires peuvent se régénérer si toutes les parties de leur corps sont réunies, et, à défaut, le vengera. L'une des visions du chronoplaste se réalise, car Raziel a toujours été le pion du destin qui a permis l'assassinat de Janos Audron par son être passé. Désormais convaincu par les paroles de Kain et de Janos que les vampires sont du bon côté du conflit les opposant aux humains, et animé d'une rage meurtrière contre les Séraphéens, contre cette version antérieure de lui-même qu'il désavoue de toutes ses forces, il se rue vers la forteresse séraphéenne pour récupérer le cœur, la River, et massacrer les responsables. Sur sa route, à la faveur de la mort du dernier des anciens vampires, des êtres démoniaques très semblables à Ashak Geek font mine de lui barrer la route. Mais Raziel les élimine sans peine.
Dans la forteresse, il arrive face à la River, laissé négligemment de façon très suspecte sur sa route. Moebius l'attend. Son bâton neutralise la Soul River spectrale, laissant Raziel sans défense. Le gardien du temps a auprès de lui Malek, le paladin, le gardien du conflit encore de chair et de sang à cette époque. Cet adversaire redoutable s'apprête à engager le combat avec Raziel. Mais un cri se fait entendre. Oui, nous sommes le jour de l'attaque du cercle par Vorador. Le jeu ne le précise pas, mais on peut imaginer que c'est bien pour venger la mort de Janos Odrone ou pour récupérer son cœur qu'il est venu. Et que c'est parce que le dernier des bâtisseurs des piliers est mort que les pouvoirs des sorciers leur font défaut au moment critique. Surtout, c'est parce qu'il fait face à Raziel que Malek ne peut pas arriver à temps pour sauver les 6 gardiens de la fureur de Vorador. Moebius le retient. Il nargue Raziel, dont il avait orchestré chaque mouvement. Raziel saisit alors la River et s'apprête à fondre sur les 2 gardiens. Mais Moebius, satisfait du cours que prennent les choses, se retire et permet à Malek de répondre, trop tard, à l'appel au secours du cercle. Animé d'une rage meurtrière, Raziel parcourt les sinueux couloirs de la forteresse, la River en main, et élimine un à un les capitaines séraphéens, Melkia, Zéphon, Rahab, Duma, Turel, les meilleurs parmi les mortels, impuissants face au spectre furieux que son épée miraculeuse rend invincible. On peut pas perdre ces combats, la River remplit nos points de vie en permanence et on peut pas la lâcher. Le jeu nous interdit de redevenir intangible. Raziel le spectre arrive face à Raziel le séraphéen, qui ne se reconnaît pas derrière les traits déformés du dévoreur d'âme. Le spectre offre au séraphéen de l'épargner en échange du cœur. Mais le séraphéen, orgueilleux et sûr de ses talents de bretteur, refuse. Alors le spectre tue le séraphéen comme il a tué les autres capitaines, comme il l'a fait de tout temps pour permettre à Kain, plus de 500 ans plus tard, d'en faire ses lieutenants vampires. I renounce you. Mais cette private joke, comme Raziel l'appelle, n'est pas le dernier mauvais tour que lui réserve le destin. Car, ivre de colère, Raziel n'a pas remarqué que l'effet du bâton de Moebius s'était dissipé. Ainsi, la River spectrale, de nouveau capable de se manifester, comme la River matérielle, animée de leur soif de sang et d'âme propre, je rappelle qu'on ne doit pas utiliser la Soul River trop longtemps sinon elle devient trop vorace, se retourne maintenant de concert contre Raziel lui-même, dernier être vivant présent dans les environs. Raziel a alors une révélation. La River n'est pas la Soul River. C'est une épée qui absorbe le sang de ses ennemis, là où la Soul River détruit leur âme. La Soul River est une river hantée par l'esprit qui deviendra la Soul River spectrale. Et cet esprit est celui de Raziel, lui-même un dévoreur d'âme. C'est pour ça que la Soul River s'est brisée quand Kain l'a utilisée contre lui. Elle ne pouvait pas détruire ce qui allait ultérieurement la constituer. C'est pour ça que l'épée spectrale provoque un paradoxe temporel au contact de la Soul River de Guillaume le Juste, hantée par l'âme dévoreuse d'âme, mais pas à celui de la River donnée par Janos Odrone, qui n'est pas encore hantée. Hantée, c'est maintenant qu'elle va le devenir. Et c'est pour ça que par prémonition, Raziel ressentait vide et terreur face à ce qui allait devenir sa prison. Et si l'esprit de Raziel est indestructible, c'est peut-être parce que la Soul River est un instrument essentiel du destin, qui ne peut pas ne jamais avoir existé. Voilà donc le destin de Raziel. Se voir remettre la River par Janos Odrone, être absorbé par elle au cours de ce massacre frénétique des capitaines séraphéens, être offert par Moebius sous forme de Soul River à Guillaume le Juste, brisé par Kain revenu dans le temps, réparé par Raziel dans le tombeau du bon roi, emmené dans un deuxième temps à Avernus par Moebius, trouvé par Kain qui brisera l'épée sur Raziel 1000 ans plus tard, et être porté sous forme d'esprit mutilé et dément par Raziel à son bras pour être l'agent de ce destin fatal et boucler la boucle. On ne sait pas ce que devient l'épée spectrale quand Raziel est absorbé par l'épée physique pour en devenir l'intérieur spectral. La question ne va pas se poser, vous allez voir. Par contre, on peut remarquer que si Moebius était facétieux, au lieu d'apporter l'épée qui va naître maintenant à Guillaume le Juste, il pourrait l'apporter à Avernus dans le futur et donner l'épée réparée par Raziel dans le tombeau de Guillaume le Juste à Guillaume le Juste. Dans ce cas-là, il y aurait 2 Soul River en circulation ni vu ni connu. Mais non, a priori, Moebius fait l'inverse. C'est ainsi que doit se jouer le destin dans cette 3e timeline, comme de reste dans la 2e. Le futur avorté de la première timeline, tout mystérieux qu'il soit, devait aussi inclure Raziel, car la Soul River y existait aussi. Mais dans cette 3e timeline, Kain est vivant. Raziel l'a épargné. Ainsi, Kain apparaît à ce moment fatidique. Il sait que Raziel va être absorbé par la River, et qu'on ne peut pas changer le futur. Alors il attend. Soudain, la distorsion, désormais familière à Raziel, se fait sentir tandis qu'il agonise. Son âme, presque entièrement absorbée par l'épée, entre en paradoxe avec l'épée spectrale toujours à l'extérieur, comme dans le tombeau de Guillaume le Juste. Il est désormais possible de changer le cours du destin à nouveau. Saisissant cet instant fugace sur lequel il a tout misé, Kain saisit la River et l'arrache de la poitrine de Raziel. Mais le triomphe de Kain est de courte durée. Alors que le cours de l'histoire se réorganise autour de cette action monumentale, Kain découvre avec effroi son nouveau passé.
My God. The Hilden. We walked right into their trap. Raziel, Janos must stay dead. Mais Raziel n'entend pas l'avertissement de Kain. Épuisé par l'absorption de son essence vitale par la River, il redevient immatériel et regagne le monde du dessous, le royaume de son dieu, où il retrouve à son bras l'épée spectrale, témoin d'une dure vérité. Il n'a fait que retarder l'inévitable. Si l'épée spectrale existe toujours, c'est que la Soul River finira bien par exister, que l'âme de Raziel finira bien prisonnière de l'épée, juste plus tard que prévu. La Soul River est l'instrument essentiel du destin, et l'histoire aborde les paradoxes. On récapitule et on connecte les pointillés. Il y a longtemps, en plus des humains, il y avait deux espèces. Les vampires, des êtres ailés bleus d'aspect angélique, et les Hilden, des êtres d'aspect démoniaque. Pour une raison encore inconnue, ils se sont déclarés la guerre. Vaincus, les Hilden ont été bannis dans une autre dimension. Et les piliers ont été érigés par les vampires pour les retenir prisonniers. Dans leur exil, les Hilden ont maudit les vampires, les rendant stériles et assoiffés de sang. 9 gardiens vampires ont été choisis par les piliers pour maintenir le sceau. Et Janos Audron, comme 10e gardien, a conservé la River parce qu'un héros prophétisé la brandirait dans le futur, dans un but encore indéterminé. Mais les gardiens vampires, désespérés par leur malédiction, ont commencé à se suicider. Alors les piliers ont choisi des humains pour les remplacer, car les piliers choisissent leurs gardiens à la naissance. Les vampires restants ont commencé à transformer les humains en question en vampires, mais les humains se sont rebellés et ont revendiqué les piliers pour eux-mêmes, oubliant progressivement leurs fonctions. C'est une mauvaise chose car le corps des humains est trop faible pour maintenir le sceau indéfiniment, même en renouvelant les gardiens régulièrement. Profitant de l'affaiblissement du sceau et de sa capacité à voir le futur, Ashak Geek, le chef des Hilden, a pu se manifester dans le monde physique en possédant le corps de Mortanius, le gardien de la mort. Il a assassiné Ariel, gardienne de l'équilibre, pour que son amant Nupraptor corrompe les autres gardiens par une attaque mentale, comptant sur le fait que Kain, le nouveau gardien de l'équilibre né pour remplacer Ariel mais corrompu lui aussi, tuerait les 8 sorciers restants mais refuserait le sacrifice de sa vie et briserait le sceau. Mortanius, de son propre chef, a transformé Kain en vampire. On commence à imaginer pour quelle raison. Il a compris que les vampires étaient essentiels. Il espère que la venue de Kain sera un prélude au retour des piliers sous tutelle vampirique. Mais Moebius, sous l'influence d'un dieu qui désire que toute chose, contrairement aux vampires, soit mortelle, a conspiré pour qu'au moment du sacrifice, Kain soit le dernier vampire. Kain refuse le sacrifice, mais la chute des piliers est encore insuffisante pour que les Hilden quittent leur prison. Quelque chose leur manque. Moebius et son dieu conspirent pour l'éradication des vampires. Ils profitent du ressentiment de Raziel pour Kain, qu'il a fait exécuter par jalousie, pour que Raziel soit l'instrument de la chute de Kain. Mais Raziel découvre qu'il est le héros prophétisé par les anciens vampires. Janos Audron lui remet la River dans le passé, mais la River tente d'absorber son âme pour devenir la Soul River, une épée mangeuse d'âme. Kain se sait condamné par le destin à mourir ou à vivre et entraîner Nosgoth dans sa chute, car il est corrompu par la malédiction de Nupraptor. Il conspire pour survivre et arranger les choses. C'est en réalité pour ça qu'il a fait exécuter Raziel. Il veut l'utiliser pour changer le cours du destin. Il parvient à convaincre Raziel de l'épargner. Les Hilden, eux, conspirent également pour que Kain change le passé. Ils ont pris soin d'avertir Kain qu'il contrôlait le futur pour le motiver à changer le passé de Raziel. Ainsi, Kain parvient à empêcher que Raziel soit absorbé par la River. Et là, les Hilden ont ce qu'il leur faut pour quitter leur prison. Dans cette 4e timeline créée par le sauvetage de Raziel par Kain, les Hilden quitteront leur prison à la chute des piliers. Le jeune Kain se battra contre eux et perdra l'essentiel de ses pouvoirs, mais sortira triomphant de la confrontation pour reprendre sa conquête de Nosgoth. C'est l'intrigue du 4e jeu, Blood Omen 2, mais il est complètement nul, donc on va le réduire à sa substantifique moelle, dans le cadre du résumé du 5e jeu qui conclut la saga, Défiance. Donc, Raziel, affaibli, est redevenu un fantôme immatériel, et en tant que tel, est prisonnier de son dieu qu'il a défié. Kain, lui, court toujours, 500 ans avant la chute des piliers. Mais son passé a changé. Il est beaucoup plus faible qu'il l'était dans les 2 jeux dans lesquels on incarnait Raziel. Par contre, il est muni de la River. En gros, Défiance, c'est plus ou moins un beat'em up où on contrôle successivement Raziel et Kain qui ont des contrôles un peu similaires. Kain a la River matérielle, Raziel a la Soul River spectrale. Tout le monde suit? Alors on est prêt pour le dénouement. Le 5e jeu n'est vraiment pas linéaire. On va résumer dans un ordre efficace qui n'est pas celui du jeu. Kain n'a pas pu avertir Raziel. Celui-ci ne doit pas chercher à ressusciter Janos Audron. Il souhaite donc le retrouver pour renouveler son avertissement. Pour cela, il doit retrouver Moebius et lui faire avouer où se trouve Raziel. Après une première confrontation calamiteuse avec le gardien du temps, où celui-ci le soumet grâce à son bâton et le toise, Kain retrouve Moebius, et, le brutalisant à défaut de pouvoir le tuer, puisque Moebius est toujours destiné à mourir 500 ans plus tard des mains du jeune Kain, il lui fait avouer que Raziel est retenu prisonnier en un temps et un lieu inaccessible à Kain. Mais Moebius cherche à persuader le vampire que sa quête est vaine.
Il est écrit que Raziel le tuera, et qu'il sera emprisonné dans la River. Il indique à Kain l'emplacement d'un lieu où, supposément, le gardien corrompu de l'équilibre trouvera toute la vérité sur Raziel. Kain se rend en ce lieu qui est la citadelle des anciens vampires, depuis laquelle ils ont élevé les piliers et banni les Ilden. Kain a caché à Moebius le véritable but de son interrogatoire. Ce n'est pas sur Raziel mais sur lui-même qu'il voulait se renseigner. En effet, Kain, dans son arrogance et ses explorations du temps, s'est reconnu dans la figure prophétique du Scion of Balance. La VF traduit ce terme par l'héritier de l'équilibre. On pourrait également dire le fils de l'équilibre ou l'avatar de l'équilibre. Il s'agit d'un être prophétisé par les vampires pour sauver le monde. Il intervient dans le cadre de prédictions sur l'affrontement de deux héros, celui des vampires, le Rédempteur qui brandit la River, et celui des Ilden, le Destructeur, qui brandit une épée de flamme. Moebius veut convaincre Kain que Raziel est le héros des Ilden, avec ses yeux flamboyants et son épée enflammée, et que lui, Kain, est celui des vampires. Mais la prédiction ne précise pas l'issue du combat. Ou plutôt, elle prévoit deux issues. Celle où le héros vampire triomphe, et celle où il est éliminé par son adversaire. Kain découvre également que, lorsque les premiers gardiens vampires des piliers se sont suicidés et que les enfants gardiens humains ont été enlevés par les vampires pour être transformés en vampires, c'est Moebius et Mortanius qui ont mené la rébellion des humains. Il en tire trois conclusions. Que la cause de la haine de Moebius envers les vampires réside dans cet acte de rébellion et les éventuels regrets qu'il en éprouve. En cela, il se trompe car il ne connaît pas le dieu auquel Moebius obéit. Que Moebius et Mortanius ont été élevés par les vampires dans la citadelle et connaissent très bien les anciennes prophéties. En cela, il a raison, mais n'en tire pas la bonne conclusion. Et que le fait qu'il soit un gardien vampire est significatif, ce qui est vrai. Tandis qu'il fait ses découvertes, Kain baptise la River avec différents éléments magiques et regagne sa puissance d'antan. Passons à Raziel. Il est retenu pendant des siècles par le dieu, dans la sphère spectrale du monde du dessous, où de surcroît, le temps passe au ralenti. Autant dire qu'il est là depuis longtemps à écouter les réprimandes du dieu qui, éternellement patient, l'exhorte inlassablement à lui obéir de nouveau. Mais Raziel s'obstine. Non seulement il trouve satisfaction dans le sentiment d'exercer son libre arbitre, mais en plus il sait qu'en restant immatériel, il ne peut pas être absorbé par la River et retarde d'autant son terrible destin. Pourtant, réalisant que l'impasse dans laquelle il se trouve n'est guère préférable à l'enfermement dans le métal de l'épée, il fait mine de céder aux exhortations du dieu. Celui-ci lâche donc du lest, mais continue de lui interdire l'accès au monde physique. De cela au moins le dieu conserve le pouvoir. Raziel trouve une solution. En hantant des cadavres, il peut accéder au monde physique contre la volonté du dieu, et par effort de concentration, reprendre son aspect physique habituel même dans ses cadavres, comme l'a fait Ashak Dik dans le premier jeu. À ceci près que le gros démon noir n'est pas le véritable aspect d'Ashak Dik. Mais la comparaison est valide car désormais matériel, Raziel trouvera sur son chemin de nombreux cadavres similairement possédés, mais par des Ilden depuis leur dimension démoniaque, qui l'assaillent de maximes sibyllines sur son rôle prophétique de héros. Raziel évalue l'époque. Il a émergé dans le monde physique au moment où le jeune Kain est en quête des gardiens corrompus pour les éliminer, c'est-à-dire pendant le premier jeu. Raziel ne le remarque pas, et d'ailleurs le joueur non plus, mais quelque chose a changé entre les événements du jeu précédent et celui-ci. Le fait de manier l'épée spectrale ne lui porte plus le moindre préjudice. L'épée n'absorbe plus sa vie quand elle est trop utilisée, comme si la rage qui l'animait s'était apaisée. Gameplayment parlant, c'est dû au fait qu'on peut pas changer d'arme ni ramasser des objets sur le parcours pour s'en servir, contrairement aux autres jeux. La Soul River est la seule arme de Raziel, et la River la seule arme de Kain. Certes, et c'est à cause de cet élément de gameplay que le joueur ne fait pas attention à ce détail qui semble être juste un impensé narratif. Et pourtant, vous verrez que ça n'en est pas un. Au gré de vagabondage et grâce à la River spectrale qui lui ouvre des portes accessibles à lui seul, Raziel accède à des temples contenant des fresques dépeignant le combat des héros prophétisés par les anciens vampires. Il se reconnaît physiquement dans la figure du héros des Ilden. Mais surtout, il découvre un détail supplémentaire, que le premier vampire né humain, créé par Janos Odrone, était Vorador, et que c'est lui qui a forgé la River. Il résout donc d'aller trouver celui qui est alors le dernier vampire à part Kain, pour l'interroger sur le fait que l'épée a essayé de le consumer alors que soi-disant il est destiné à la brandir. Au cours de ses découvertes, il baptise la Soul River spectrale en consumant l'âme des premiers gardiens vampires, condamnés à hanter les temples. Ces apparitions déblatèrent des maximes mystérieuses sur la désirabilité de la mort. Et fresque à l'appui, Raziel comprend. Les anciens vampires vénéraient le dieu, ce dieu qui a décrété que toute chose devait mourir. Ce parasite qui dévore les âmes des morts et exige que tout être finisse par lui revenir. S'ils se sont suicidés, ce n'est pas à cause de leur soif de sang, ni à cause de leur stérilité, mais à cause de l'immortalité que leurs ennemis leur avaient imposée. Cette immortalité qui les éloignait de leur dieu devenu silencieux, et les empêchait, selon leurs croyances, de parcourir le cycle purificateur de la vie, de la mort et de la réincarnation.
Se sachant l'ennemi de ce dieu, Raziel soupçonne qu'il est bel et bien, à son corps défendant, le héros des Ilden qui combattent le peuple de ce dieu. Afin de trouver Vorador, Raziel se rend au pilier pour demander le chemin de la demeure du vampire à Ariel, qui, à cette époque, ne le connaît pas encore. Le prenant pour un Ilden attiré dans le monde physique par la corruption des piliers, elle le toise. Mais Raziel, en instillant en elle le doute, en lui révélant que Kain refusera, au terme de sa quête, le sacrifice de sa vie, la persuade de l'aider à trouver Vorador en échange qu'il la laisse tranquille. Raziel se rend donc chez Vorador. Ses révélations sur son rapport avec la River convainquent presque le doyen qu'il est, en fait, le héros des Ilden et non celui des vampires, mais sa bonne foi et la situation très critique dans laquelle se trouvent les vampires et le monde persuadent Vorador de rester l'allié de Raziel. Cependant, Vorador ne sait rien. Il a seulement forgé la River, il ne l'a pas enchantée. Mais Janos Audron, lui, aurait sans doute connu toutes les réponses. Or, Vorador a conservé le corps de Janos Audron, et pense que si son cœur, conservé à Avernus, pouvait être ramené dans sa carcasse, Janos ressusciterait. Raziel se rend donc à Avernus, qui est actuellement en flammes, comme dans le premier jeu. Mais, avertit Vorador, Raziel doit résister à l'influence du mal indicible qui ronge Avernus et le cercle des Neuf, c'est-à-dire les Ilden, si vous avez suivi. Revenons sur Kain, 500 ans plus tôt. Accédant à une chambre de divination dans la citadelle des anciens vampires, il découvre lui aussi la fresque dépeignant le suicide des anciens vampires désespérés par leur immortalité. Alors qu'il réfléchit à son sens, le dieu s'adresse à lui. Kain, scion of balance, savior of Nosgoth. Kain ne le voit pas, il l'entend seulement. Mais il se méfie des propos obséquieux de cet être, qui se présente comme l'oracle des anciens vampires. Kain a une mauvaise expérience avec les oracles. Qui l'appelle Scion of Balance, et lui prédit qu'il est destiné à sauver Nosgoth. Le dieu indique à Kain que Raziel va, dans 500 ans, rechercher le cœur de Janos Audron à Avernus. Il propose à Kain de l'y téléporter pour qu'il puisse le stopper. Kain, toujours méfiant, mais plus que tout désireux d'empêcher Raziel de ranimer Janos Audron, accepte la proposition du dieu, et transporté dans le temps, émerge à l'époque voulue. Il se rend lui aussi à Avernus. Tandis que Kain est en route, Raziel explore Avernus en quête du cœur. Il accède au souterrain de la cathédrale où, rappelez-vous du premier jeu, on vénère à chaque geek. Là, il trouve des fresques racontant l'histoire de Nosgoth, mais selon la perspective des Ilden. Les Ilden n'ont pas déclaré la guerre. Ce sont les vampires qui sont entrés en croisade contre eux sur ordre de leur dieu, car les Ilden le refusaient. Ce dieu n'exige qu'une chose, que l'on meure. Ça veut dire que le crime des Ilden était d'être immortels. C'est pour ça que les vampires les ont attaqués. D'où la forme très particulière qu'a pris leur vengeance. Voilà l'histoire. Les vampires vénèrent un dieu qui désire que toute chose meure. Les Ilden ne meurent pas. Le dieu ordonne à ses fidèles, les vampires, qu'ils attaquent les Ilden. Les vampires gagnent cette guerre, mais les Ilden maudissent les vampires qui deviennent à leur tour immortels. Leur dieu se détourne donc d'eux. Certains vampires se suicident, d'autres, désireux d'empêcher le retour des Ilden, transforment des humains en vampires pour servir de nouveaux gardiens vampires. Le dieu, qui ne supporte pas que de nouveaux êtres immortels voient le jour, s'est alors adressé à Moebius et l'a armé pour qu'avec Mortanius, il se soulève contre les vampires et fasse passer les piliers sous tutelle humaine, dans le but à long terme que les immortels soient éradiqués de la surface de la Terre. Mais alors ça veut dire que les Ilden sont les gentils finalement ? Non, y a pas de gentils dans Legacy of Kain. Les Ilden sont des monstres génocidaires. Lors de leur retour dans le 4e jeu, ils projettent d'éradiquer l'humanité. Ils ont été victimes d'une injustice, mais sont tout de même abominables. Le dieu ne craint pas le retour des Ilden. Moebius, guidé par le dieu depuis toujours, lui est resté fidèle. Mais pas Mortanius. Mortanius s'est intéressé aux Ilden. Au cours de sa participation au culte de Hachak Geek, des Ilden, il a découvert combien ceci était dangereux, et a compris que se rebeller contre les vampires était une erreur. Lorsqu'il est lucide, car rappelons qu'il est aussi possédé par Hachak Geek, il s'emploie à réparer cette erreur. N'anticipons pas, accordons nos violons plutôt. Le dieu est la cause de tous les désastres qui ont jalonné l'histoire du monde. C'est lui le véritable ennemi de tous. Et Raziel est plus que jamais convaincu qu'il est son adversaire, le héros des Ilden. Le dieu prend d'ailleurs la parole pour le lui confirmer. So, Raziel, your true nature is finally revealed. You were never the vampire's savior. It is to the Ilden race you belong. And when Kain realizes this, what do you think he will do? Raziel pénètre dans les entrailles d'Avernus. Il est témoin d'une cérémonie menée par Mortanius à la gloire d'Hachak Geek, à qui des sacrifices humains sont adressés au fond d'une fosse. Après le départ des fidèles du démon, Raziel s'approche de la fosse et est télékinétiquement attiré au fond. Les Ilden, pour quitter leur dimension démoniaque même sous forme spirituelle, ont besoin d'exploiter la force magique d'un corps suffisamment robuste. Celui d'un humain, même un sorcier très puissant comme Mortanius, est insuffisant. Seul le corps d'un vampire fait l'affaire.
Mais de vampires il n'y a plus, à part Kain et Vorador. Oui. Rappelez-vous, nous l'avons dit lors de notre résumé du premier jeu, Azimuth, dans son désir d'invoquer des démons de toutes les époques, aura combiné sa magie des dimensions à la magie du temps de Moebius pour faire venir des êtres de cauchemar du futur lointain de Nosgoth. La créature difforme au fond de la fosse que les cultistes vénèrent en tant que Hachak Geek est en réalité Turel, le seul lieutenant vampire de Kain que Raziel n'a pas tué, convoqué depuis l'avenir par Azimuth pour servir d'hôte aux esprits des Hilden qui infectent le cercle des Neufs. Ces esprits reconnaissent Raziel comme étant en effet leur champion. You must prevail. The champion of our enemy draws near. D'abord disposé à épargner Turel, Raziel se voit malgré tout contraint de l'affronter, car son frère, vieux, aveugle et rendu dément par la faim insatiable causée par son parasitage par les Hilden, l'attaque dans l'espoir de trouver un peu de sang dans son corps décharné. C'est donc une créature misérable, implorant presque qu'on l'achève, que Raziel détruit, absorbant son âme, obtenant par ce biais les pouvoirs télékinésiques de Kain, plus puissants que ceux qu'il avait récupérés sur un des sbires de Turel dans le deuxième jeu, et surtout, recevant en lui l'influence des Hilden, contre laquelle Vorador l'avait mis en garde. Raziel retrouve Mortanius tandis que celui-ci appelle Kain au pilier pour la confrontation finale avec Anarkroth. Come to me, my undead son. Make haste to the pillars. The stage is set for the grand finale. You will have your vengeance. Il converse tour à tour avec Hachak Geek, qui lui prédit la victoire finale des Hilden avec ou sans son aide, et avec Mortanius, qui détaille ses projets, toujours inconscient d'être physiquement coupable du meurtre d'Ariel. Mortanius, qui prend lui aussi Raziel pour le héros des Hilden, affirme que, par sa connaissance des anciennes prophéties, lui qui a été élevé à la citadelle avec Moebius, il a œuvré pour faire advenir le Scion of Balance en la personne de Kain, nouveau gardien de l'équilibre destiné à tuer tous les autres, dont il a fait un vampire en lui implantant le cœur des ténèbres. Oui, le cœur de Janos Audron se trouve dans la poitrine de Kain. Ah, ça c'est sûr, il en a même des dizaines. Mortanius pense que Kain, le Scion of Balance, sacrifiera sa vie pour sauver le monde. Son projet, qui date de la première timeline, ne tient pas compte du fait que Kain est le dernier vampire au moment du choix. Peut-être l'ignore-t-il. En tout cas, il considère que ce sacrifice pour restaurer les piliers correspond à l'acte de rédemption finale pour Nosgoth, par lequel les piliers reviendront sous tutelle vampirique, et que c'est ça, le rôle du Scion of Balance. Mortanius disparaît pour aller affronter Anarkroth, Kain et son destin. Hachak Geek concède que le corps de Mortanius ne survivra pas à davantage d'épreuves, et ne permettra pas aux Hilden de quitter leur prison. Quant à Raziel, il est toujours décidé à ranimer Janos Audron. Lorsqu'il regagne le hall d'Avernus, Kain, ignorant qu'il porte en lui le cœur du dernier des anciens vampires, lui barre la route. Il tente de convaincre Raziel de renoncer à son projet. Mais Raziel, influencé par les Hilden depuis sa rencontre avec Turel, refuse d'entendre raison. Raziel, c'est un type plein de bonne volonté qui n'a vraiment pas envie de se faire avoir et qui désire sincèrement prendre des bonnes décisions, mais il se fait presque toujours manipuler pour prendre les mauvaises. C'est terrible. Bref, Raziel et Kain s'affrontent. Kain a d'abord le dessus et tente de calmer Raziel, mais celui-ci, au contact de Kain, commence à être absorbé par la River comme c'est son destin. Soupçonnant Kain de le faire délibérément, ce qui n'est pas le cas, et n'ayant de toute façon pas d'autre choix pour échapper à l'emprisonnement de son âme, il redouble d'efforts. Il soumet Kain, lui arrache le cœur et précipite son adversaire dans l'une des nombreuses failles ouvertes par Azimuth sur la dimension des démons. Immédiatement, il se demande s'il n'a pas fait une grosse bêtise, mais résigné à n'avoir jamais la réponse, il retourne chez Vorador avec l'espoir de ne pas avoir agi en vain et de pouvoir ressusciter Janos Audron. Là, il croise Moebius, dont l'armée de mercenaires vient juste de capturer Vorador. Ce n'est pas logique. Le discours de Mortanius a lieu après l'exécution de Moebius par Kain, consécutivement à celle de Vorador. Dans des interviews, les scénaristes ont avoué que c'était une incohérence, mais ont estimé qu'il aurait été inesthétique que Moebius et Raziel ne se croisent pas dans le manoir de Vorador. De toute façon, dans le premier jeu, c'était la deuxième timeline. Disons que ça se passe pas dans le même ordre dans la quatrième timeline, et que Kain reçoit le message de Mortanius avant d'en avoir fini avec Moebius. Le gardien du temps félicite Raziel pour l'exécution de Kain, qui garantit la défaite finale des vampires. Il ajoute qu'en effet Raziel était doué d'un libre arbitre unique à Nosgoth, et que l'avoir manipulé est donc son plus grand succès. C'est satisfait du devoir accompli qu'il part pour sa rencontre finale avec le jeune Kain. Moebius et son armée ont trouvé Vorador, mais heureusement pas le corps de Janos Audron. Raziel lui rend son cœur, et parvient à ranimer le vampire. Il lui expose le problème. Pourquoi l'épée que je suis censé être destinée à brandir a-t-elle essayé de me consumer? En apercevant l'épée spectrale que Raziel lui présente comme preuve, Janos Audron murmure. Redeemer and Destroyer. Ça fait écho aux paroles de Moebius lors de sa première rencontre avec Raziel.
Redeemer and Destroyer. Janos semble prendre conscience d'une chose que le spectateur ignore encore. Il conduit Raziel à la citadelle des vampires et lui indique le chemin d'une chambre secrète où Raziel est censé découvrir toute la vérité. Janos ne peut pas connaître toute la vérité. Le dieu est le véritable ennemi. Pourtant, les vampires ont eu leur vision de l'avenir dans la conviction que leur croyance était justifiée et leur dieu bienfaisant. They liberated you from the wheel of fate. They imprisoned our souls in this flesh, expelling us from the purifying cycle of death and rebirth. Ça me paraît utile de le préciser. Nul ne sait comment le monde doit être sauvé. Raziel accède à la dite chambre secrète. Là, le dieu l'accueille avec dédain et dérision. Peu importe ce que Raziel découvrira. Maintenant que Kain est mort, ça n'a plus d'importance. Car bien que les actions de Kain aient conféré à Raziel la capacité de choisir le cours que prendra le destin, c'est Kain qui est le Scion of Balance. Une fresque le démontre. C'est Kain qui doit brandir la Soul River et a le pouvoir de sauver le monde, pas Raziel. Pourtant, le dieu tente d'empêcher Raziel d'accomplir le rituel indiqué dans cette pièce, comme s'il se méfiait tout de même de ce que Raziel est encore en capacité de faire. Raziel accomplit le rituel malgré les tentatives du dieu pour l'en empêcher. Alors Ariel apparaît à Raziel sous une forme purifiée. Elle ne porte plus la marque hideuse de son assassinat, et semble avoir été invoquée par le rituel depuis un lointain avenir, situé après tous les événements de tous les jeux. Elle explique qu'elle parle avec la voix de tous les gardiens de l'équilibre qui l'ont précédée, qu'à présent sa vision est claire. Elle sous-entend qu'à présent, elle aussi peut voir le dieu. Elle baptise la Soul River spectrale avec le pouvoir de l'esprit, et indique à Raziel que ce pouvoir purifiera aussi la vision du Scion of Balance, pour lui permettre de remplir sa vraie fonction. Mais seulement à condition que ce qui a été séparé soit réuni. Or, Kain est mort. Raziel ne sait donc que faire de ses paroles. Mais avant qu'il puisse lui en demander plus, Ariel se fond dans l'épée spectrale pour accéder enfin au repos éternel. Elle est finalement libérée de sa lamentation éternelle sur la ruine des piliers. Cet événement ressemble fort à une vision du chronoplaste dans le deuxième jeu, sous une forme moins brutale. L'événement du chronoplaste ne peut pas avoir eu lieu dans la deuxième timeline. Ça sous-entend que pour Raziel, et pour Raziel uniquement, le chronoplaste montre des événements issus des choix de Raziel qui ont changé le cours du destin. En d'autres termes, ces visions tiennent compte même du fait que Raziel allait exercer un libre arbitre authentique. Toujours est-il que Raziel n'est guère plus avancé. Encore une fois, Kain est mort, et ces nouveaux pouvoirs que détient Raziel ne pourront remplir leur vraie fonction. Raziel retourne auprès de Janos, mais celui-ci est préoccupé. En effet, c'est le moment fatidique où Kain refuse le sacrifice. Il est trop tard pour l'empêcher. Les piliers s'effondrent dans un fracas tonitruant, et lorsque l'onde de choc passe, le corps désormais meurtri de Janos Audron révèle qu'il est désormais contrôlé par Ashak Geek. C'est ce que Kain redoutait. En l'absence d'un corps assez fort pour héberger le maître des Hilden, ses menaces à la fin du premier jeu étaient restées lettres mortes. Mais en ressuscitant un ancien vampire, Raziel fournissait enfin aux Hilden le moyen de persister dans le monde physique après la destruction des piliers, et d'ainsi mettre en œuvre le moyen de quitter leur prison. Puis encore, il a tué le Scion of Balance destiné à les repousser, garantissant ainsi leur victoire finale. D'abord décidé à empêcher Ashak Geek de parvenir à ses fins, Raziel affronte Janos Audron, mais au dernier moment, hésite un instant de trop à achever celui qui s'est toujours montré amical avec lui. Ashak Geek reprend le dessus et neutralise Raziel, qui perd consistance et se retrouve à nouveau prisonnier de son dieu. Grâce au corps de Janos Audron, pour lequel ils ont comploté sur 3 timelines, les Hilden construiront une machine leur permettant de rejoindre physiquement Nosgoth depuis leur dimension. Là, leur chef affrontera et soumettra le jeune Kain, alors en pleine conquête de Nosgoth avec l'aide de lieutenants vampires d'une première génération qui n'est pas celle des Séraphéens ressuscités. Kain, vaincu, perdra tous ses pouvoirs, mais sera sauvé par les vampires d'un clan formé dans l'intervalle par un Vorador ressuscité. Kain partira alors dans une quête pour récupérer assez de sa force pour vaincre les Hilden. Il trouvera Janos Audron, dont le corps est exploité par les Hilden pour alimenter leur machine, et un artefact, la pierre de Nexus, permettant de bannir les Hilden à nouveau. Sa soif de pouvoir le mettra en conflit avec Vorador et son clan. Lors du combat final contre Ashak Geek, Kain jettera la pierre de Nexus dans le portail dimensionnel afin d'exiler les Hilden pour de bon, renonçant par ce geste à la protection magique que l'artefact lui accorde. Et Janos Audron, qui interviendra pour lui sauver la vie, sera lui aussi précipité dans la dimension démoniaque pour y être torturé pour l'éternité. Récupérant à la faveur de ces événements la Soul River qu'Ashak Geek lui a pris lors de leur premier affrontement, Kain éliminera son ennemi et reprendra sa conquête de Nosgoth à l'aide cette fois-ci des Séraphéens ressuscités et renouera avec le début du deuxième jeu. C'est un résumé avantageux du 4e jeu. Les autres détails valent vraiment pas le coup. C'est un jeu assez mauvais en termes de scénario et très éloigné du style narratif des autres. Sachez simplement que le chapitre Hilden est traité dans ce jeu. Donc, lors du prélude à ces événements, Raziel est neutralisé. Le dieu le retient désormais prisonnier sous forme spectrale dans la chambre du rituel, au fin fond de la citadelle des vampires. Bien que purifié par l'esprit, l'épée spectrale de Raziel ne peut rien contre le dieu. Tout est donc perdu.
Mis à part que Kain, contre toute attente, est vivant. Il se réveille dans la dimension démoniaque toujours armée de la River avec laquelle il a été projeté par Raziel. Et dépourvu de cœur dans la poitrine, ce qui ne semble pas l'empêcher de parler ou de respirer, et tout au plus le gêne un peu parce que même lui, le grand Kain, ne trouve pas d'explication à ce phénomène. Comment a-t-il survécu ? Les interviews indiquent que c'est parce qu'en tant que Scion of Balance, il ne peut être tué que par la Soul River. La maxime prophétique « les piliers sont le verrou et la River est la clé », signifiant, contrairement à ce que croyaient les vampires, que pour quitter leur prison, les Ilden doivent utiliser la Soul River comme clé afin de tuer Kain, qui est le verrou de Scion of Balance. Je propose une autre hypothèse. Les vampires de Kain ne sont pas des vampires normaux, ce sont des cadavres ramenés à la vie. Plus encore, ils sont, comme Kain, soumis à la malédiction de Nupraptor, ce qui signifie qu'ils portent en eux une partie de l'âme de Kain. Tant que cette âme vit quelque part, Kain reste vivant. Or, Raziel est indestructible, donc à moins d'être consumé par lui, Kain l'est aussi. Ce qui revient au même. Seule la Soul River, Raziel, peut le tuer. Pensons-y. Sachant que Kain était prédestiné à parcourir le chemin qu'il a parcouru, les seules opportunités qu'il avait de mourir étaient face à Raziel dans le tombeau de Guillaume le Juste avec la Soul River et contre Guillaume le Juste lui-même avec la Soul River, où le cours du destin pouvait là aussi changer. Donc seule la Soul River pouvait le tuer. Je propose donc que dans la première timeline, le jeune Kain est tué par Guillaume le Juste avec la Soul River, que Némésis conquiert Nosgoth, que Mortanus est obligé de finir lui-même le boulot de purification des piliers ou bien échoue et aboutit à leur destruction, que c'est dans ce contexte que le vampire Raziel ou le spectre Raziel est créé, et que ça aboutit à la mort de Janos Audron et la création de la Soul River de la même façon que dans la troisième timeline, mais avec des motivations différentes de la part des personnages. Kain a l'air de penser que la première timeline lui était plus favorable et Moebius ne l'aimait pas. Donc elle aboutissait peut-être au contraire à la victoire de Kain en tant que Scion of Balance, ce qui supposerait que Kain ait été obligé de prendre la fuite face à Guillaume le Juste ou quelque chose comme ça. Il pense surtout que l'acte fondateur qui l'a privé de son destin est l'assassinat d'Ariel, qui est le fait des Ilden. Donc les deux restent possibles. De toute façon, ça n'a pas d'importance. La première timeline a totalement cessé d'exister quand Kain a tué Guillaume le Juste. Parler du futur de la première timeline n'a presque pas de sens. Comme vous avez pu en juger, Legacy of Kain traite le sujet du voyage dans le temps d'une manière très convaincante. Et on peut trouver des explications à presque tout ce qui paraît étrange. Mais il y a quelques points qui restent obscurs. Le déroulement total de la première timeline en particulier, mais aussi par exemple la question des motivations. Kain se souvient de Némésis, d'accord. Mais ça ne suffit pas à expliquer ce qu'il motive dans la deuxième timeline à remonter le temps pour tuer Guillaume le Juste, car il y a un jeune Kain de la deuxième timeline. La Ariel et le Vorador de la quatrième timeline nous parlent simultanément d'un jeune Kain qu'ils ont rencontré et de leur vie dans un monde où l'armée de mercenaires de Moebius a éradiqué les vampires suite à l'assassinat de Guillaume le Juste. Donc il y a un Kain de cette timeline qui rencontre l'oracle de Nosgoth, de quoi lui parle-t-il? Certainement pas du roi Otmar et de Némésis, et remonte le temps, dans quel contexte et pour quelle raison. Le concept des boucles temporelles stables, introduit dans les deuxième et troisième jeux, date d'après l'éradication de la première timeline, donc ces questions ne trouvent malheureusement pas de réponse dans les jeux eux-mêmes. Mais c'est amusant d'imaginer des hypothèses, même si, et surtout parce qu'au fond ça n'a pas vraiment d'importance. Or, donc, dans la quatrième timeline, Kain a survécu. Sans effort, il repousse les démons qui lui barrent la route, regagne le monde physique et s'interroge sur les causes de sa survie. C'est sans doute là que devait être incluse une scène coupée où le vieux Kain ressuscite Vorador en rapportant sa tête au reste de sa dépouille. Cet événement, qui explique la présence de Vorador dans le quatrième jeu, n'est pas dans la version définitive du cinquième jeu. On peut imaginer que Kain briefait Vorador sur les événements à venir, lui intimait d'endurer les événements du quatrième jeu et d'attendre son heure pendant la période couvrant les événements du deuxième jeu. Kain est impérieusement attiré vers la citadelle des anciens vampires. Le rituel de l'esprit accompli par Raziel a en effet invoqué tous les gardiens de l'équilibre ayant existé. Il est normal que ça inclue Kain. De là, il contemple les ruines encore fraîches des piliers, médite sur les actions qu'il a ensuite entreprises pour changer le cours de son destin, et se demande sombrement si, en fin de compte, il a échoué. Kain accède à la chambre du rituel, où Raziel est retenu prisonnier sous forme immatérielle, hors de sa portée. Il y entend la voix de Moebius. Son dieu l'a ressuscité en récompense de ses bons et loyaux services, et l'a rappelé dans cette chambre, sur le lieu de leur première rencontre, quand, jadis, il lui a inspiré de se rebeller contre les vampires. La mort du gardien du temps des mains du jeune Kain n'était donc qu'une mascarade. On le sait bien, son apparition soi-disant fantomatique tentait, dans le troisième jeu, d'endurcir le cœur de Raziel à une époque bien postérieure. Ce n'était pas totalement une mascarade. Après cette première mort, Moebius n'est plus un gardien. Son pilier a brièvement été restauré avant que le jeune Kain refuse le sacrifice de sa vie. Mais en effet, en fin de compte, il n'est qu'un vil serviteur qui mendie les faveurs de son maître. Il lui assure que le retour des Ilden n'est qu'une nuisance momentanée et un faible prix à payer pour la mort de Kain.
Mais Kain, bien vivant, surgit derrière lui. Pris au dépourvu et impuissant, son bâton étant sans effet sur Kain maintenant qu'il n'a plus son cœur de vampire, il est promptement éliminé. Son esprit se réveille dans la sphère spectrale qu'occupe Raziel. Même sous cette forme, Moebius ne peut pas voir son dieu. Il l'implore de le ressusciter à nouveau pour qu'il échafaude une nouvelle stratégie pour tuer Kain. Mais Raziel le transperce de son épée spectrale purifiée par l'esprit. C'est alors que les yeux de Moebius contemplent la divinité dans toute sa splendeur répugnante, et c'est sur le soudain accès de terreur et de désespoir qu'éprouve silencieusement son spectre face à cette révélation que l'existence de Moebius s'achève enfin. Raziel consume son âme. I release you. Raziel est dans l'impasse. Il a désormais le pouvoir de purifier la vision de Kain et de lui faire percevoir la vraie cause des maux qui rongent Nosgoth. Mais il est physiquement impuissant. Raziel prend alors une décision. Et là, c'est beau. Là, c'est vraiment beau. Examinant le bâton de Moebius, Kain aperçoit du coin de l'œil la dépouille du vieux gardien qui se relève. Sans hésitation, il se rue sur lui et le transperce à nouveau de la river. Do you so enjoy death? Yes. Mais c'est bel et bien Raziel qui hante le corps de Moebius. C'est par ce biais qu'il accède au monde physique depuis le début du jeu. Aussitôt qu'il le reconnaît, Kain, paniqué, essaye de retirer sa lame, mais Raziel agrippe son bras et maintient fermement l'épée en train de le transpercer. Non sans exprimer à Kain son pardon pour tout et lui renouveler son serment d'allégeance. I am, as before, your right hand, your sword. Et c'est beau! C'est beau! Très yaoïsable aussi. Je m'en fiche, c'est juste magnifique. Raziel, par ce geste, entend se sacrifier et être absorbé par la River, comme c'est son destin, pour permettre à Kain de sauver le monde. En effet, Raziel a eu une révélation. Kain est le Scion of Balance, pas le héros des vampires. Raziel lui-même est les deux héros, celui des vampires et celui des Ilden, le rédempteur et le destructeur. Et les fresques ne représentent pas deux issues possibles de leur combat, mais deux visions du rôle de ce héros prophétisé lorsqu'il se transperce lui-même de la River par l'intermédiaire de Kain. Comme héros des vampires, il lutte en faveur de Kain, le Scion of Balance, et comme héros des Ilden, il lutte contre le dieu que ses ennemis antiques ont combattu. L'épée spectrale purifiée par l'esprit se fond dans le corps de Kain et referme ses blessures physiques, y compris la cicatrice de son premier assassinat, et guérit ses plaies spirituelles. La malédiction de Nupraptor est levée. Et donc Raziel disparaît dans l'épée. Raziel. And it was then I saw. Purifiée grâce au rituel, la Soul River ainsi reconstituée octroie à Kain la vision claire qui lui permet de percevoir la vraie nature du dieu. L'épée, à la fois matérielle et immatérielle, est même capable de blesser l'entité qui, de son corps immense, cherche à faire s'effondrer la citadelle sur Kain dans une ultime, vaine tentative de le neutraliser. Kain sort victorieux de la confrontation. You cannot destroy me. I am the engine of life itself. The wheel will turn, the plague of your kind will be purged from this world, and on that inevitable day, your wretched, stagnant soul will finally be mine. In the meantime, you'd best burrow deep. Now at last, the masks had fallen away. The strings of the puppets had become visible, and the hands of the Prime Mover exposed. Most ironic of all was the last gift that Raziel had given me. More powerful than the sword that now held his soul, more acute even than the vision his sacrifice had accorded me. The first bitter taste of that terrible illusion. Hope. Et ça se termine comme ça. Kain ignore encore comment il sauvera le monde, mais il est désormais armé pour. Les causes fondamentales de la décrépitude de Nosgoth lui sont connues. Il est désormais en mesure de les soumettre. Guéri de la corruption de Nupraptor par l'esprit d'Ariel et de tous les gardiens de l'équilibre, il a désormais le pouvoir de réparer le futur. Et surtout, il a bel et bien déjoué les machinations du destin contre lui et contre Raziel,
qui, même s'il a dû se sacrifier en fin de compte, l'a fait volontairement et sereinement, et n'est plus dans cette 4e timeline un spectre rendu fou par l'enfermement, mais un esprit puissant et calme qui renforce la puissance de l'épée. On ne sait pas comment les choses vont s'arranger à partir de ce point, mais on sait que les choses vont s'arranger, parce que toutes les conditions sont en place pour. C'est une bonne fin. Elle a ceci de commun avec celle de Mighty Max qu'elle permet au spectateur d'envisager les modalités qui lui plaisent le mieux tout en ayant été clair et précis sur l'essentiel du dénouement. En tout cas, c'est là que la saga s'est arrêtée. On ne parlera pas du jeu multijoueur Nosgoth. Il était possible de faire un jeu supplémentaire pour terminer l'intrigue de manière plus fermée, mais je n'aurais pas trouvé ça souhaitable. En fait, j'ai un cas comparable à l'esprit, celui de Matrix. Le premier film se termine par une fin très semblable à celle de Legacy of Kain, où Neo n'a pas encore vaincu les machines et libéré l'humanité, mais est devenu assez omnipotent pour le faire à coup sûr. Vu qu'il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter sur cette base, les suites ont bien été obligées de relativiser cette omnipotence, modifiant au passage les thèmes généraux de l'intrigue. Et je ne suis convaincue ni par l'initiative, ni par le résultat. Je préférais largement que ça se termine sur la fin du 1, qui parle beaucoup plus à l'imagination. Reste que, en l'état, Legacy of Kain nous paraît être une histoire assez unique. Les développeurs ont rebondi sur des contraintes de production, l'absence de Turel dans le deuxième jeu par exemple, avec un esprit de rigueur assez remarquable, exploitant des détails mystérieux des jeux précédents pour leur donner rétrospectivement une plus grande importance, et tout ça a abouti à un scénario général vraiment très compliqué dont l'écriture témoigne d'un degré de maîtrise narrative vraiment très impressionnant, surtout pour une série de 5 jeux aussi étalée dans le temps. Le style des dialogues a été très bien travaillé et l'ambiance très bien pensée, avec cette noirceur irréductible et ce refus par l'intrigue de mettre en scène des personnages qu'on pourrait complètement considérer comme des gentils. Reste que cette histoire est difficile d'accès, du fait d'être éparpillée dans une série de jeux vidéo plutôt anciens et pas forcément tous très intéressants en termes de gameplay. C'est pourquoi nous avons voulu vous présenter cette histoire de manière aussi exhaustive et compréhensible que possible, car Legacy of Kain mérite qu'on s'en souvienne.